La Tech dans les nuages, c'est le podcast qui explore les histoires fascinantes du numérique d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon camarade Néo et nous enregistrons cet épisode de mi-saison le 16 juin 2025 et, coïncidence du calendrier, c'est également le jour de sortie de l'épisode 5 du mois de mai. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tech dans les nuages. Je m'appelle Néo Slugman et aujourd'hui on va parler d'un invité que vous aurez à coup sûr reconnu dans ce honteux plagiat si, comme moi, vous passez trop de temps en voiture, dans les transports ou même à courir, et pas uniquement après votre correspondance SNCF ratée. Bien qu'on soit loin du standard qualité auquel notre invité nous a habitués dans ses intros, vous l'aurez deviné, il s'agit de Nicolas, auteur du podcast de Code Garage, dont je suis un grand fan. Bonsoir Nicolas. Salut et merci pour l'invitation. Mais merci à toi de nous faire l'honneur immense de ta présence. Immense, vous allez me faire rougir. Ça se verra pas, on a la chance d'être sur un podcast. C'est ça. Alors on est assez déçus par le manque de retour sur notre précédent épisode. Il faut dire qu'il est sorti depuis facilement 4 bonnes heures, Boki, si je me trompe pas. Oui, et toujours aucun retour, que ce soit sur le mail ou sur les réseaux. Je comprends pas le flop. C'est un scandale. Aussi, j'en profite pour vous redonner le mail qui vous permet de nous faire remonter tous vos desiderata, vos suggestions. On est preneurs. Vous pouvez nous écrire sur podcast@superboki.fr. Ou sur nos réseaux, mais on va quand même privilégier le mail. Alors, Nicolas, je sais pas si tu connais le concept, mais figure-toi que le concept va changer avec toi. Quel honneur. La Tech dans le nuage, historiquement, je dis historiquement parce que ça fait quand même 6 mois qu'on existe, c'était un podcast où nous faisions des chroniques et astuces animées soit par Néo, soit par moi-même, une partie avec l'invité, puis on parlait d'actu et à la fin on balançait nos recos. On s'est dit avec Néo que ça serait bien peut-être de faire des formats un peu plus courts, un peu plus dynamiques, et on a décidé de scinder et optimiser ces nouveaux formats. Donc toi, tu feras pas partie de la partie chronique, mais plus de la partie parcours de l'invité. Et on va donc essayer de tirer le maximum de ce nouveau format avec toi, avec une interview, on l'espère, la plus intéressante et dynamique possible. Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, on va quand même garder certaines choses, à savoir le je m'en fous pas. Néo t'expliquera un peu le principe. Ensuite, on parlera de ton parcours et on finit par nos recos. Qu'est-ce qui s'est passé, Néo, depuis le dernier podcast ? Donc, depuis le dernier tournage, parce que depuis la dernière sortie, il s'est pas passé grand-chose. On a mangé, on a fait à peu près ça, c'est tout. Ouais, effectivement, comme je le disais en intro avant qu'on enregistre, les journées ne font toujours que 24 heures et on a le don de les remplir particulièrement bien. Et donc effectivement, le dernier épisode avec Rémi est sorti aujourd'hui, le 16 juin. Et c'est marrant parce que je sais pas si tu te souviens, mais quand on a tourné l'épisode précédent, on s'est dit on enregistre super tôt, on va être large pour le montage. Ouais, effectivement. Comme quoi on a du pif. En plus, je crois que dans la description de l'épisode 4, tu indiquais qu'on était en avance sur notre sortie. Bon, faudra trouver autre chose pour celle-là. Hein. Tout à fait. Et ce qui a amené à la réflexion vers ces nouveaux formats qui, je l'espère, nous feront gagner du temps sur la production des épisodes. Côté actu et ce qu'il y a de nouveau, on est toujours un peu plus près des 1000 abonnés sur notre Discord presque communautaire. Je crois qu'on est à 996. Exactement, ouais, dernière ligne droite. Alors je suis ça avec grand intérêt à l'aide d'un script Python qui tous les soirs à 18h vérifie le nombre de membres et le nombre de connectés. Si vous voulez faire exploser les stats, mettez un petit coucou à 18h dans le Discord. Ça fera plaisir au script. Et effectivement, on est à quelques membres de la barre fatidique des 1000 qui nous permettrait de faire plein de nouvelles choses. Et si vous souhaitez rejoindre notre commu, c'est sur discord.superboki.fr. Voilà. On va pouvoir avancer sur notre premier format, à savoir le je m'en fous pas. Néo, tu peux expliquer rapidement à notre invité Nicolas en quoi ça consiste ? Alors, bon, je vais essayer d'être assez honnête. Mais globalement, le je m'en fous pas. Boki a fait une petite sélection des actus les plus pertinentes de la période écoulée et il va te les proposer, alors juste le titre dans un premier temps. À partir de ça, si ça t'intéresse, tu nous le fais savoir. Chacun indique si ça l'intéresse ou pas. La majorité l'emporte, donc si la majorité est intéressée, on traite du sujet. Si la majorité s'en fout,
On traite quand même du sujet, mais, mais on se débrouille autrement. Voilà. Très bien, hyper clair. On va commencer avec l'univers vidéoludique avec la sortie tant attendue de la Nintendo Switch 2. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout pas? Honneur à l'invité. Je sais pas, au risque de décevoir des gens, un petit je m'en fous. On va peut-être commencer par un je m'en fous aussi. De mon côté, je suis désolé, Boki. Alors ne soyez pas désolé parce que je m'en fous totalement. La seule chose où on aurait pu parler dessus, c'est la politique de Nintendo que je trouve un petit peu honteuse en termes de hardware, en termes de marketing. Mais je clôt, je ne triche pas, je dis je m'en fous parce que la console ne m'intéresse tout simplement pas. Alors, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y aura des sujets, on peut faire un je m'en fous pas, mais je m'en fous pas parce que ça me révolte ou des trucs comme ça, c'est possible. Oui, ça s'appelle être une arnaque, donc tu peux totalement, Nicolas, laisser libre cours à tes pensées. On l'a fait dans nos chroniques. Ok, donc. Ce serait pas la première fois. Je suis droit dans mes baskets si je suis prêt à être une arnaque s'il le faut. Non, tout à fait, faut pas avoir honte. Notre second je m'en fous pas, on va parler politique ou presque avec notre cher Gabriel Attal et sa proposition choc pour limiter l'addiction aux écrans. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas? Je m'en fous pas. Eh ben moi non plus. C'est un sujet que j'ai vu passer. Je m'étais pas spoilé avec l'affiche, mais j'ai vu passer le sujet et effectivement, je ne m'en fous pas. Eh ben moi non plus, je m'en fous pas. Comme quoi, ça tombe bien. On pourrait presque penser qu'on a vu ça dans les backstage de l'émission. Et non. Donc pour essayer de résumer, il n'est pas tout seul, Gabriel, mais il y a toute une réflexion autour de comment limiter l'addiction aux écrans au travers certaines limitations, interdictions, plein de trucs en sion quoi. Où le projet ce serait de limiter, interdire même les réseaux sociaux avant 15 ans, des couvre-feux numériques, des limitations à 1 heure par jour, un affichage monochrome après 30 minutes d'utilisation, plein d'autres choses. Il y a une sorte de Nutri-Score pour tout ce qui concerne les écrans, l'Addict Score, bref, plein de choses comme ça. C'est quoi votre avis, votre regard par rapport à ce genre de proposition? Honneur à l'invité. Ouais, je vais me lancer. C'est un sujet où je disais, je m'en fous pas, ça m'intéresse vraiment maintenant. Je suis pas expert ni rien, mais je trouve que c'est toujours dur de juger, notamment quand ça vient des politiques, mais c'est toujours dur de juger des décisions comme ça, parce que très souvent, malheureusement, les décisions qui vont parfois le mieux marcher sur le long terme, c'est celles quand elles sortent où tu te dis c'est complètement débile, et à l'inverse, quand tu te dis ah ça c'est pas bête, et en fait ça sert à rien. Alors je dis pas que c'est une règle de 3, il y a l'inverse aussi, mais c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer sur ce que je pense qui marcherait ou marcherait pas. Maintenant, je suis définitivement sûr que c'est un sujet de société très très important, et moi ma position là-dessus vient en 2 temps quand même. La première, c'est ma marotte perso, et je pense que ça ressortira même un peu plus tard, c'est que pour moi la première des solutions c'est l'éducation. Donc l'éducation pas juste au sens école, mais au sens transmettre des infos, les faire comprendre, les faire bien comprendre, et que ce soit pas chiant non plus, que ce soit vraiment un truc qu'on intègre. Et la deuxième chose, c'est que en fait, quand on s'adresse notamment à des ados, parce que là en fait c'est principalement le côté ado, il y avait un truc avec les enfants de moins de 3 ans aussi, je crois, interdire complètement. Interdiction totale de toute forme d'écran. Bon, ça, j'avoue, je sais pas comment ça peut être appliqué dans les familles. Maintenant, je suis assez, pour le coup, partisan plutôt de ce truc-là. Mais en fait, on sait que les adolescents, le premier truc qu'ils vont faire, c'est ils sont en construction de leur vie d'adulte. Ils vont ils vont tout faire pour recopier le comportement des adultes, encore plus qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et donc, en fait, c'est très bien de vouloir réduire leur consommation ou améliorer leur consommation, mais tant qu'on le fait pas chez les adultes au-dessus, au niveau sociétal, en fait, on va se retrouver dans le même problème qu'avec plein de choses qui sont déjà interdites aux ados, quoi. L'alcool, la drogue, peu importe. Je dis pas que ça va avoir le même effet, mais pour moi, c'est plutôt vers ça qu'on va se diriger. Donc, je sais pas. Alors, c'est très pertinent ce que tu dis, et je rejoins assez tes propos, et pour éviter de faire une redite, je vais plutôt me positionner sur l'effet d'annonce de ce type de proposition. Pour moi, il y a un côté un peu démago,
de dire oui, en fait ton enfant c'est un peu une porte ouverte, oui, il faut limiter, mais il n'y a rien de vraiment stipulé sur les moyens à mettre en œuvre, et surtout on s'attaque vraiment à ce problème beaucoup trop tard. On se rend compte 10 ans, 15 ans après, ah merde, mais les écrans, c'est pas forcément bien à outrance. Bah, c'est un peu comme tout. Et en effet, il faut faire des choses, mais ce qui compte, bah, comme tu le dis, c'est l'encadrement, l'éducation. Parce que si on dit à un enfant, ce truc que t'aimes beaucoup là, tu n'auras pas le droit de le faire. Allez, il te reste encore 7 ans et là tu pourras un peu le faire. Bah, en fait, ils trouveront toujours un moyen de le faire parce qu'ils seront plus malins que nous. Donc, en effet, il faut encadrer. Je dirais même pas limiter, je dirais plus encadrer et montrer aux jeunes, bah, en effet, ça peut être un outil, mais qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, modération et avec intelligence. Et t'as un avis, Néo, toi, par rapport à tout ça ou tout d'accord? Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Quand Nicolas a prononcé le mot éducation, c'est clairement le terme. L'interdiction... Ouais. Alors en plus de la faisabilité technique qui me paraît complètement inapplicable, sérieusement, je pense que c'est de toute manière pas la solution. Donc voilà, après je vais faire de la redite si je continue, mais je rejoins complètement ce qui a été dit concernant l'éducation. Ce qui est un peu amusant, c'est que on se rejoint un peu tous sur ces pensées sur les enfants, limiter les écrans, alors je sais pas vous dans votre entourage, mais moi on me dit souvent grosso modo, t'es un geek, tes gamins ils doivent être sur les écrans, ils doivent jouer à la console ou machin, alors que pas du tout. Je suis vraiment dans ce truc politique de pas d'écran et après accompagner petit à petit. Ce qui est totalement à contrario de ce que nous on est actuellement. Tu vois, tu parlais de ne pas reproduire un schéma. Je sais que j'ai la chance, c'est que mon enfant pour l'instant cherche pas à copier totalement ma manière de faire. Mais je suis... En fait, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait, justement, quand t'es un peu dans les backstage, justement, et que t'es du métier et tout ça, où en général, t'as un regard beaucoup plus critique sur le numérique et ce que t'en fais. Et en fait, mine de rien, dans notre journée, alors après, il y a des dérives et on n'est vraiment pas parfait, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que on utilise beaucoup plus le numérique, nous, dans notre vie de tous les jours, pour travailler, mais surtout pour s'informer, s'instruire, etc. Parce que notre métier l'oblige. Enfin l'encourage, voire l'oblige, que la plupart des gens, en fait. Beaucoup de gens ont juste ce côté récréatif. Côté consommation, et quoi. Consommation sociale, entre très gros guillemets, mais plus de consommation. Et je pense aussi que c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens qui sont dans nos métiers ont ce regard un peu critique. Moi, il y a un petit truc sur lesquels, qui me fait un petit peu tiquer quand même, c'est que on arrive là, une semaine après le ban du grand triangle du porno sur le web. Alors je sais plus, je sais qu'il y a Pornhub et je deux sais autres. Plus. YouPorn, mais je sais plus le troisième. On peut faire à celui qui en cite le plus, hein, mais je pense pas que ça amène le podcast vraiment loin. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, et là où il y a vraiment une méconnaissance des politiques sur à la fois le côté technique, et là c'est même pas du côté technique, c'est vraiment du côté, de l'effet réseau, du marketing, la com, de tout ça, et business, c'est qu'en fait, ils ont choisi d'imposer une vérification stricte sur l'âge des utilisateurs et donc la majorité sur des plateformes qui n'ont aucun effet réseau et qui ont des clones ou des mini-clones, parce que des sites porno, il y en a des millions, sur lesquels, alors on va pas retrouver les mêmes contenus les uns que sur les autres, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est pas voilà, en plus, mais alors que on aurait imposé ça sur des sur les 5 grandes plateformes du Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter, j'en oublie, mais Instagram, en fait, ouais, Mastodon, Blue Sky un peu, mais bon. Plaisanter. je crois que de toute façon, personne n'a envie de s'inscrire avant 30 ans sur Mastodon et Blue Sky, donc il n'y a pas de risque. Mais du coup, là, en fait, ces 5 plateformes-là, pour que les utilisateurs migrent, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que tout le monde migre vers les mêmes plateformes. Et en fait, on l'a vu quand on a de nouveaux acteurs dans les réseaux sociaux qui arrivent, c'est beaucoup plus dur de faire bouger les gens. Alors que de l'autre côté, il n'y a aucun effet réseau et donc ça n'a aucun poids. En plus des VPN, etc. Voilà. Donc voilà, je trouve que les deux mesures, elles arrivent... il y en a une qui a été appliquée et l'autre qui est en discussion, ou en tout cas en train d'être votée. Mais du coup, il y a un vrai décalage sur ce truc-là. Surtout que c'est presque un effet inverse. Je parle de la news par rapport au site porno. C'est que en gros, ça a fait un coup de projecteur sur ces sites-là. Ça
boosté les offres pour les VPN et ça a rendu un peu de fame sur des sites porno au lieu de un peu les mettre à l'écart. Donc c'était pas du tout habile comme décision. Tu veux dire qu'on va avoir encore plus de pubs pour des services VPN dans les vidéos YouTube ? Alors je sais pas si on peut en avoir plus que maintenant, mais... Est-ce que du coup il y a plus de pubs que de contenu ? C'est compliqué. Effectivement, ouais. C'est aussi, je pense, une méconnaissance des subterfuges techniques. Parce que le VPN, on aurait dit ça il y a 15-20 ans. Bon, je pense que c'était pas aussi ancré ou aussi présent chez les gens. Maintenant, le VPN, enfin, on a tellement de pubs. Je plaisantais à l'instant, mais on a été arrosé de VPN qui viennent du Nord. Et enfin, je pense qu'on peut tous ici, et même dans notre entourage, faire citer 3 marques de VPN à quelqu'un qui est pas du métier, hein. Oui, et tu parles de consumérisme, les gens savent pas forcément comment fonctionne un VPN, mais savent ce qu'ils peuvent faire avec. Ouais. Donc en fait, c'est très simple d'accès pour eux. Et ça, les revendeurs de VPN se frottent les mains aussi par rapport à ça. Ah bah là, mais, oui, c'est sûr. Mais on digresse par rapport à notre thématique. On a dit qu'on allait limiter dans cette V2 du podcast les digressions. C'est ma faute, je suis désolé. De toute façon, on met tout sur le dos de l'invité, hein. Je sais pas si tu as vu si tu as écouté les précédents épisodes, on ne se gêne absolument pas. Toujours. C'est pour ça que j'ai hésité à venir d'ailleurs. Bah, alors, on digresse oui et non, parce que je pense que les VPN, on va à nouveau en entendre parler avec ces réseaux sociaux. Alors c'est essentiellement TikTok, enfin on entend beaucoup TikTok dans le viseur. Je voyais une vidéo de Hugo Décrypte qui est passé en audition devant l'Assemblée. Alors bon, j'ai écouté une partie, pas la totalité, mais bon, c'est intéressant de voir que finalement les dirigeants vont écouter des gens du milieu, et puis bon, c'est à mon avis loin d'être la pire personne pour parler réseau que Hugo de la chaîne Hugo Décrypte. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Ouais, c'était très intéressant. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, alors, pas effarant parce que ça serait un peu prétentieux, mais c'est de dire que c'est quand même des assemblées qui ont des tonnes de conseillers, d'experts et tout, et qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur bulle et se rendre compte des usages faits par les gens au niveau des différents réseaux. Donc c'est bien de prendre des personnes un peu connues pour avoir d'autres sons de cloche, d'autres visions. Ce qui est effarant, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cette analyse eux-mêmes. Je sais pas, ça m'a un peu interpellé. Ouais. Et vu que l'invité a commencé, je vais me permettre une mini digression par rapport à ce deuxième je m'en fous pas. À la place de ça, Gabriel Attal et la proposition d'addiction aux écrans, je voulais parler du fait que dans le prochain Toy Story, le grand méchant s'appellerait Lillipad et ça serait une tablette. Original. Mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit par rapport à l'éducation, l'accompagnement et... Donc je sais pas s'ils vont faire ça de manière subtile ou pas, on verra. Troisième, je m'en fous pas. Le titre, les IA auto-réplicantes. On s'en fout pas. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas vu passer du tout de news dans ce genre-là, et alors là ça peut tout et rien dire pour moi. Donc je vais dire je m'en fous pas, mais pour en savoir un peu plus sur la news, quoi. Ouais, pareil, moi, par curiosité, il me semble avoir vu passer des trucs là-dessus, des tests de chercheurs, donc je me demande si c'est pas ça le sujet, par curiosité, mais vous avez deviné, on a déjà beaucoup parlé d'IA dans les précédents épisodes, et je suis facilement agacé. Oui. Alors, moi je m'en fous pas parce que ça m'a intrigué de lire ça. En fait, c'est des articles académiques où plusieurs modèles, il semblerait, dont Meta, Llama, seraient capables de se répliquer de manière autonome, et ça dépasserait ce qu'on appelle un peu le critère rouge de la maîtrise de l'IA, dans le sens où on pourrait plus, en gros, les reboots. Ça, alors moi ça me fait penser un peu à Matrix. Oui, je vais pas te dire le contraire. Et ce côté un peu la réalité qui rejoint un peu la fiction, donc je sais pas si on en est encore là ou quoi, mais ce type d'article un peu, pessimiste peut-être, sensationnaliste, ça, on va pas dire que ça m'inquiète, mais si on va le dire quand même, ça m'inquiète un peu. Je sais pas quelle est votre position sur un peu les progrès, je sais même pas si on peut arriver à quantifier la courbe de progression en termes d'intelligence artificielle, mais est-ce que ça vous encourage sur l'avenir ou ça vous inquiète? Vous êtes plus comment par rapport à ça? Ça dépend si on est un jour pair ou un jour impair, moi. Les jours pairs, je trouve ça incroyable, et les jours impairs, je me demande où va le monde. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Je l'utilise quand même. J'utilise différentes IA, on va dire LLM et IA générative
au quotidien, et c'est vrai que il y a des jours où je trouve ça incroyable, et où d'ailleurs des fois un peu trop incroyable, sans aller dans le négatif, mais il y a des jours où je me dis en fait je comprends pas pourquoi je discute avec une IA et elle a plus d'empathie que la plupart des humains avec qui je discute la journée. Donc ça me rend à la fois heureux parce que j'ai quelqu'un d'empathique qui discute avec moi, et à la fois pas heureux parce que c'est pas un humain, quoi. Mais ouais, donc j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Après, les IA auto-réplicatives, à voir. Après, qu'elles réussissent à régénérer le code qui leur permet de refaire fonctionner une IA, ok. Est-ce qu'elles vont rechercher le dataset? Est-ce qu'elles vont se réhéberger enfin, parce qu'il n'y a pas juste se répliquer. Se répliquer, ça veut dire plein de trucs. Et du coup, tant qu'on n'a pas encore tout le pipeline où vraiment elle se clone de bout en bout, ça me fera pas faire des nuits blanches, mais en gros, tant qu'il y a une action humaine qui peut garder le contrôle et couper, ça va, mais le jour où il y aura plus ça... Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me demande vraiment, alors là c'est peut-être très bête, hein, mais je me demande si, donc il y a un GPT-O4 mini sur ChatGPT, s'il y a un deuxième GPT-O4 mini hébergé ailleurs, bah c'est cool qu'il ait réussi à se répliquer. Après, est-ce qu'il va réussir à faire beaucoup plus de trucs, hormis avoir accès à plus de puissance machine? Mais c'est surtout, pour moi, ce qui est important, c'est l'avancée en elle-même de l'IA. Après, le fait qu'elle se réplique ou pas. Peut-être que je manque un vrai truc technique et que c'est une avancée de dingue et que ça peut faire très peur, hein. J'avoue que je le vois pas là tout de suite, quoi. C'est même pas l'évolution de la technique qui m'inquiète, c'est l'évolution des usages et des usagers. Quand je vois des étudiants qui codent, et on l'abordera peut-être, hein, le sujet du vibe coding, qui sont incapables de t'expliquer ce qui vient de se passer, ça m'inquiète. Alors ça m'inquiète d'autant plus que, comme j'ai vécu cette première vague de Copilot, je l'ai utilisé à une époque où j'étais pas forcément hyper à l'aise dans mon code. Bon, c'était du Python, hein. Et en fait je me suis mis à écrire, c'est vite dit, hein, à spammer la touche tab pour auto-compléter le commentaire que je venais d'écrire qui demandait d'écrire telle fonction. Et en fait le danger, c'est de voir que ça avance très vite, que tu vois très rapidement un résultat qui fonctionne. Souvent les gens te disent « Ah oui, mais ça fonctionne !» Oui, ça fonctionne, ouais. Mais derrière, je savais pas ce que je tapais. Je te parle même pas du debug quand il fallait réparer un truc qui fonctionnait pas comme c'était attendu. Et encore, je faisais tout ça dans la même journée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aurait été 6 mois plus tard en train d'essayer de redébugger du code sans pouvoir fournir le contexte au LLM. Donc voilà, c'est plus les usages et les usagers qui me gênent plutôt que l'aspect technique. Ouais, je suis un peu... je partage ton avis par rapport à ça. Quand je vois des gens... Pour moi, l'IA, ça peut permettre beaucoup de choses. On va pas faire une thématique sur l'IA, c'est pas l'objet du podcast. On a déjà dit ça, je crois, à la précédente émission. Oui, puis peut-être celle d'avant aussi. Mais on se répète, c'est le podcast qui recycle. Hein, oui. Nous aussi, on s'auto-réplique. C'est ça. Mais en fait, les gens utilisent l'IA sans se former sur l'usage et le prennent plus comme un raccourci pour arriver à leur fin. Ça peut permettre d'optimiser les choses, mais pour moi, ça n'empêche en aucun cas d'être accompagné, être formé à l'usage. Mais bon, ça... Ouais. On la fera, cette table ronde autour de l'IA un jour. Une bonne discussion numérique de pilier de comptoir informaticien. Je sens que ça va me plaire. Donc pour clôturer la partie très égocentrique qui me concernait, en fait, j'en suis revenu de cette autocomplétion. Mon collègue qui manquait de faire une syncope à chaque fois qu'il me voyait taper sur ma touche tab, il a fini par dire mais arrête, ça sert strictement à rien. Et au bout d'un certain temps, effectivement, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce que je venais d'écrire et que je passais plus de temps à lire la doc, que j'aurais d'ailleurs dû commencer par lire dès le départ. Et puis en fait c'était l'illusion d'avancer, en fait, vraiment l'illusion. Et donc j'ai fini par couper Copilot et dire je vais lire de la doc. Alors c'est pas agréable, hein, parce que lire de la doc ça s'apprend, hein. Je pense que Nicolas me contredira pas. Ouais, effectivement, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas toujours agréable d'ailleurs. Ouais, et surtout quand en fait on veut apprendre à coder, on veut pas forcément apprendre à lire de la doc. Ouais. Donc voilà. Et finalement, je suis un développeur épanoui aujourd'hui. Je propose un 4e, je m'en fous pas. Non pas parce qu'on est en avance sur le conducteur, je vois que ça fait déjà 32 minutes que nous enregistrons,
mais pour faire plaisir à Néo sur un sujet qui, je n'en doute pas, lui donnera le sourire. Le Danemark tourne le dos à Microsoft et sa suite Office pour Linux et LibreOffice. On s'en fout ou on s'en fout pas? Te trompe pas, Nicolas. Hein. Non, alors j'allais dire ne s'en fout pas, mais parce que d'une, je m'en fous pas, et deux, j'ai envie d'avoir un peu plus d'infos. Mais Et toi, Néo, tu t'en fous pas? Est-ce que tu me permets le temps de la réflexion ou pas? Dépêche-toi. Non, évidemment que je ne m'en fous pas. Je suis hystérique à l'idée de traiter de cette chronique. Pareil, je m'en fous pas parce que je pensais pas que ce serait... je vais pas dire possible, mais que ça arriverait si rapidement. Alors Ouais. pour mettre un peu plus de contexte, c'est pas totalement le Danemark, c'est le ministère danois du numérique et quelques villes qui vont abandonner progressivement, donc à partir du mois prochain je crois, Windows et Office 365 au profit de Linux et LibreOffice. Ouais, on dit le mois prochain, on va préciser le mois de juillet parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cet épisode va sortir. Donc effectivement, on est mi-juin et la ministre du numérique a annoncé pour le mois prochain se séparer de la suite Office 365 et basculer sur LibreOffice, ce qui est une énorme avancée puisque évidemment, c'est un... Alors même si ça se fera par étapes, hein, c'est ce que tu disais. Ouais. Par étape, d'abord c'est son ministère, je crois, qui est concerné, et puis des provinces ou en tout cas des communes, et puis ça va s'étendre si les résultats sont probants, ça va s'étendre à tout le territoire danois. C'est intéressant dans le sens où la puissance financière d'un gouvernement finalement va pousser tout le libre qu'elle va utiliser. Là, je pense à LibreOffice. En fait, c'est un gros problème dans le monde de l'open source, c'est le financement. En fait, on se rend compte que, à partir d'un certain stade, les projets ne peuvent plus se faire sur le temps perso, le soir quand on rentre, par une équipe de 1, 2, 3 devs. Et pour ça, il faut du financement pour que les projets puissent avancer. Enfin, je pense à la fondation, le mode de fonctionnement, souvent, c'est les fondations. Je pense à Mozilla, j'en ai pas d'autres en tête, j'en entendais une il n'y a pas si longtemps. Enfin bref, le modèle de financement qui va avec une telle décision politique, à mon avis, très intéressant à suivre. Ouais, et puis il y a aussi une notion de souveraineté numérique, de passer par ce type d'outils, parce que des articles que j'ai pu lire, l'enjeu était pas tant faire des économies par rapport à Microsoft, mais c'est plus garder une certaine dépendance par rapport notamment à Microsoft, quoi. Oui. Dans un premier temps d'ailleurs, quand les administrations ou les entreprises passent au libre, c'est pas pour un gain, enfin en tout cas il n'y a pas de gain financier, puisque ça veut dire perdre du temps, former des gens, être confronté à des nouvelles problématiques. Je pense aux admin 6 qui nous regardent, enfin qui nous écoutent et qui doivent déployer tous ces services. En fait, non, c'est clairement pas un gain d'argent. Clairement pas. Après, à voir si ça va vraiment se propager ou juste rester au niveau du ministère et des grandes villes, parce que ils ont quand même mis comme quoi une stratégie de repli était prévue au cas où, et qu'ils pourraient très rapidement rebasculer tout sur Microsoft. Donc, est-ce que c'est juste un effet d'annonce pour peut-être faire un geste significatif, ou ils comptent vraiment le déployer au niveau national? L'avenir nous le dira. Après, je pense qu'au niveau d'un pays, de toute façon, t'es obligé d'avoir une solution de repli rapide, hein, voilà. Évidemment, ouais. Mais moi, en fait, le sujet, il m'intéresse. Alors c'est pareil, je reviens à ma petite marotte au niveau de l'éducation, mais en France, tu parlais de souveraineté numérique et notamment en France. Alors j'ai pas lu les news depuis ces derniers mois, mais on était quand même dans une situation en France où en fait Microsoft donne des licences gratuites pour apprendre aux enfants dès la primaire en fait à utiliser Word, à utiliser Excel, peu importe. Mais ils financent aussi parfois des tablettes Surface ou des... on avait Google qui le faisait aussi avec leur Chromebook pendant un moment. Apple aussi dans certains établissements avec les iPads. Et du coup, là c'est le Danemark, c'est pas la France. Hein. Je sais pas si c'est la même chose au Danemark, mais c'est... Alors, le faire au niveau d'un gouvernement, c'est évidemment stratégique, et puis c'est quand même un message fort.
Maintenant, quand on commence à former des jeunes à utiliser le numérique, la première chose qu'ils vont utiliser à l'école, c'est la chose qu'ils vont sûrement utiliser plus tard dans la suite de leurs études et dans leur boulot. Donc c'est pareil, en fait, si le ministère de l'Éducation suit aussi le même mouvement au Danemark, c'est trop bien, et ça sera encore mieux, ça fera une belle preuve du fait que ça puisse arriver en France. Alors j'ai pas le nombre d'habitants au Danemark, je pense que ça doit être bien plus petit que la France, mais en termes de population. Mais ça nous donnera au moins un autre exemple de pays qui arrive à le faire, quoi. Donc ça serait cool. Ouais. Je vais regarder justement. Oh là là, le fact-checking, je t'ai vu sauter sur ton clavier. Ah bah, évidemment. Évidemment. Alors, en France, nous sommes source Wikipédia. Ah, c'est forcément fiable. Alors, c'est bien, mais c'est fourni. Il faut que je retrouve la donnée. Wikipédia indique beaucoup d'habitants. Oui, beaucoup, mais il y a certainement un... Et en France, beaucoup nombre. plus. Par rapport au Danemark, c'est noté comme ça. Ah, attends, parce que je ne trouve pas la population. C'est à française, droite, c'est une dans le catastrophe. petit, Bah oui. dans le petit encart, normalement. C'est là où il y a marqué population. Et c'est vrai que si j'avais fait un contrôle F pour population, ça aurait été quand même pas mal. Alors du coup, je me rabats vers le Danemark, qui lui, en faisant un contrôle F et en tapant pop, me renvoie quelque chose qui ressemble à près de 6 milliards d'habitants en 2024. 6 milliards, Et c'est pas mal. 6 milliards. Évidemment. Mais je pense qu'on est moins de 10 fois 6 millions ceux de la peut-être. France. Un milliard, oui, pardon. Oui, effectivement, oui. Ok. Belle remarque. Non. Millions. Les Chinois et les Indiens commençaient à tomber dans les pommes en nous écoutant. Ouais. Non. Donc, on est bien à presque 6 millions. Mais c'est des gros chiffres. Hein. Moi, c'est pas mon. Ah si, population totale, je l'ai sur la France. 68 millions d'habitants. Donc c'est ça, 1 pour 10 en fait. Donc ça reste pas la même, quand même pas la même logistique de déployer ça sur une population x10, mais Tout à fait, bon, ouais. ça peut donner espoir, quoi. Très bien, et ben je pense qu'on a conclu ce petit je m'en fous pas de la plus belle des manières, avec des chiffres pointus sur la démographie du Danemark. On va donc passer maintenant, avec cette transition, sur l'entretien avec toi, Nicolas. Donc comme je te l'ai dit, ça sera la version 2.0 de l'interview dans la tech dans les nuages. Est-ce que tu te sens prêt ? Comme jamais, je le redis et je l'ai dit en off, mais je suis donc le parrain de cette nouvelle version et je suis ravi de l'être. Voilà. Jérôme était le parrain de la V1 et là tu seras parrain de la V2. C'est la boucle est bouclée, c'est merveilleux. Alors tu vois sur ton écran Oui. la magnifique roue du Tech à Tech, qui a été codée avec amour par Néo. Donc c'est une des parties du format qu'on va garder d'ailleurs. Hein. Alors la roue n'a pas été codée par moi, par contre, les Ah oui. propositions sont de moi. Donc je t'explique le principe, Nicolas. L'explication a été chiffrée, désolé. Je crois qu'on a une petite perte de connexion internet. Ouais. Ouais, c'est bon, tu m'as récupéré ? Oui. Niveau vidéo, on est plus Yes. sur Minecraft que Oui. sur Riverside, Ouais, mais bon, on est bien. Ça va revenir. Ok. Bon bah du coup je vais la refaire sans la roue. La roue elle tournera chez moi. Je suis Oui, désolé. je vais te faire confiance. Ouais, c'était parce que je voulais qu'on soit sous contrôle d'huissier. Bon, c'est trop tard. J'allais dire j'allais dire que c'était des effets vidéo enviés par tout le podcast audio français, mais je pourrais pas le dire. Bon, du coup, je vais reprendre l'explication peut-être depuis le début. Tout à fait. Alors donc Nicolas, écoute, avant de passer à l'interview de l'invité, la tradition veut que on place notre invité dans le tech à tech. Le concept est simple, je vais faire tourner une roue. Sur cette roue, il y a des couples de propositions. Par exemple, est-ce que le lait se met avant ou après les céréales ? Tu vois, ce sûr. genre de couple-là. Mhm. Et donc le but, c'est de choisir une de ces deux propositions, sans forcément qu'il y ait de contexte, et sans que forcément que tu puisses épiloguer là-dessus. D'accord ? Ouais, donc c'est là où je me fais des ennemis, c'est à ce moment-là. Et ben c'est ce qu'on va chercher en fait. Le sensationnalisme est là. Ça fait 5 ans que j'essaye de construire une réputation et détruit en 44 Et minutes tout de podcast, s'effondre. quoi. Aïe. Aïe. Allez, on lance la roue. Vas-y. Je suis prêt. Alors ça Je tourne, crois. ça tourne. Eh ben écoute, c'est un thème magnifique. C'est AZERTY ou QWERTY ?
Oh là là, AZERTY, écoute, je vais pas faire le mec qui a son clavier en QWERTY et tout. Depuis toujours, je suis en AZERTY. Ça m'arrive d'être sur des machines en QWERTY. Bon, il me faut un petit quart d'heure, 20 minutes d'adaptation et puis ça se passe bien aussi. Il y a des vrais avantages au QWERTY, mais j'ai en été termes de habitué dev, comme ça. effectivement. Et voilà. Au termes de Ouais. dev, en plus en JS, il me semble que les claviers QWERTY pour ça sont pas trop mal. Ouais, mais je reste avec mon bon vieux AZERTY sans problème. Ok. Eh ben écoute, je disais, cette plaquette tombe à point nommé puisque j'expliquais à Boki tout à l'heure en propos introductif que j'avais découvert une nouvelle disposition fonctionnelle de clavier. Parce que j'ai fait une chronique sur les claviers, la toute première de l'épisode, enfin de nos épisodes de la saison 1. Et donc cette nouvelle disposition s'appelle le Ergol. Et donc elle convient aussi bien à l'anglais, au français et au dev. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller chercher ça. Donc Ergol comme le Comme le gaz. carburant. Oui, voilà. Eh ben écoute, on passe à la suite. Donc la roue tourne, on a failli s'arrêter encore sur AZERTY ou QWERTY, mais non. Voilà. Plutôt VM ou plutôt Docker? Oh là là. Je vois que les questions t'enchantent. Alors, je réfléchis. En fait, là, c'est les moments où éventuellement je peux passer pour une fraude ou quoi, donc c'est pour ça, tu vois, j'essaye de peser mes mots. Ce serait coupé au montage. Très bien. T'inquiète pas, hein, tout sera relayé, déformé, enfin. Oui, t'inquiète j'imagine pas, coupé sur TikTok, des réels sur Instagram et tout. En fait, j'ai le droit de dire aucun des deux. Ah, si t'as une troisième proposition, c'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais je suis preneur. Si je dois être très honnête, en 10 ans de carrière maintenant, on va dire, grosso modo, j'ai quasiment eu jamais aucun projet où j'ai dû sortir une VM ou où j'ai dû sortir un Docker. Et troisième chose, et là c'est là où je peux faire crier des gens, je suis sous Windows. Donc, Eh bien, merci Nicolas. voilà, c'était sympa d'être avec nous. On passe aux actus Réoco. Ouais. Non, mais en fait, grosso modo, j'ai évidemment, je connais, j'ai quand même utilisé, je me suis formé un peu dessus parce qu'on est obligé, etc. Mais en fait, 90% du temps, quand j'ai une base de données à utiliser, je lance ma base de données sous Windows et je me connecte dessus et je lance mon serveur en local. Enfin, et j'ai jamais eu d'infrastructure, notamment en dev. Enfin, là, je parle du côté vraiment lancer son environnement en dev, etc., qui soit suffisamment complexe, on va dire, pour que je puisse pas le lancer tout directement sur ma machine sans passer par un Docker par exemple, ou si vraiment j'ai besoin de Linux maintenant, en plus on l'a quand même presque à disposition sous Windows, hein, à quelque chose près. J'ai eu pendant longtemps un dual boot, donc en fait j'avais mon Linux quand même, et j'ai en machine portable un Mac, et du coup grosso modo si j'ai besoin d'avoir un accès à un OS, je me fais pas chier avec une VM. Donc voilà, grosso modo. Et pour les hébergements, j'héberge dans le cloud, c'est eux qui se débrouillent d'héberger leurs choses, du Docker, du Kubernetes, peu m'importe. Je veux pas le savoir. Voilà. Ok. Bon, je vois que tu as piétiné le concept, hein, j'avais dit... Littéralement. pas de contexte. C'est pas grave, je vais enchaîner très rapidement avec la dernière question de ce Tech à Tech. Elle concerne les GPU, donc les cartes graphiques. Tu es plutôt Nvidia, plutôt AMD, ou alors autre chose? Nvidia. Et je vais respecter le concept. Ah ça me plaît beaucoup. Impeccable. Et écoute, merci Nicolas de t'être prêté au jeu du Tech à Tech avec brio, hormis sur la deuxième réponse. C'est vrai. J'ai fait 2 sur 3, c'est pas mal. Non, mais c'est très bien. Il y avait beaucoup à dire sur les VM Docker. C'était très intéressant. C'est juste pour pas me faire lyncher quand l'épisode sort, quoi. Donc maintenant que t'es à l'aise, ça fait presque 1 heure que nous échangeons ensemble. T'es chez toi, t'as tes petits chaussons, on ne peut plus te surprendre. On va commencer le côté un peu plus formel de cet entretien et je vais te proposer un petit jeu de rôle style job dating. Oh waouh, incroyable. N'est-ce pas? Oui. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en allant réellement à l'essentiel, s'il te plaît?
Ok. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard. J'ai bientôt 32 ans, je crois. Je suis développeur full stack depuis, on va dire, 9 ans pour être à peu près exact. Et je suis entrepreneur aussi depuis quasiment 9 ans. Et donc dernièrement, depuis 5 ans, je suis fondateur de Code Garage. Très bien, merci. Quel serait selon toi ton plus grand défaut? Je suis pas perfectionniste du tout. Tu as évité le piège. Bien joué, Nicolas. Je l'ai pris à revers. Et si on devait te donner une qualité, ça serait quoi? La plus grande, bien entendu. Oui, je bien suppose sûr. que tu en as plein. Ah, j'irai pas jusque-là, mais je vulgarise pas trop mal, je crois. Intéressant. On sera peut-être amené à en reparler. Est-ce que tu pourrais me parler d'un projet ou d'une mission dont tu es très fier? En fait, la solution simple, c'est de parler de Code Garage, mais mission très fière. J'ai des missions où je suis vraiment pas fier. Ça vient assez rapidement. Des missions très fières. Je note que tu ne veux pas de nos concepts. Ouais, c'est ça. On te propose de répondre de manière rapidement. Courte, tu réponds. Je sais pas, long. c'est terrible, c'est terrible. Allez, pour faire court, je vais dire Code Garage. C'est là où je suis le plus fier. C'est bien, ça fait le titre pour le podcast. Nicolas de Code Garage hack l'émission. Magnifique. Et enfin, est-ce que tu aurais une sorte de rêve, d'objectif ultime en termes de réalisation professionnelle? Oui, devenir riche. Non, si je devais... ouais. Oui, devenir riche. Ouais, non, devenir riche, c'était pour rigoler, mais en tout cas, faire une entreprise vraiment qui change positivement la vie des gens, de suffisamment de gens en tout cas. D'accord, donc quelque chose qui ne va pas déteindre que sur toi, quoi. Ouais, okay. Exactement. Donc on a fini pour ces petites questions côté job dating. Comment tu trouves ce type de concept? Comment tu te sens sur ce type de concept? Et est-ce que tu t'es déjà prêté à ce genre de jeu dans la vie professionnelle? C'est encore une réponse où il faut répondre rapidement. C'est une réponse qui fait partie du job dating. On est d'accord. Comment tu te sens à faire ce type d'exercice? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en faire des job dating comme ça? Ce genre d'exercice, j'aime bien. Je trouve ça assez fun et ludique. Maintenant, vous l'avez vu, répondre rapidement, c'est vraiment mon point faible, qui est connu de tous, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Donc ça, voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'il m'est arrivé d'en faire? Non, je dois avouer que j'ai jamais fait un seul vrai entretien professionnel dans ma vie, en tout cas en tant que candidat. D'accord. Voilà. C'est intéressant et t'inquiète pas, on va en reparler un peu plus tard. J'ai un petit conducteur qui a anticipé ce type de réponse, bien entendu. Mais avant de parler davantage de ta vie et de tes différentes activités professionnelles, on va s'intéresser au Nicolas du passé, le bambin, jusqu'au jeune adulte, afin de voir un peu l'influence qu'a eu le numérique sur ton parcours. Alors, on va commencer par l'enfant. Avant tes 5 ans, c'était quoi tes passions quand t'étais tout petit? Quelque chose que tu te rappelles qui te passionnait, quoi? Parce que vous vous rappelez d'un truc avant vos 5 ans, vous? Ah, moi, j'avais des obsessions quand j'étais tout petit, des premiers trucs que je voulais absolument faire ou voir. Alors là, pour le coup, je vais répondre très rapidement. Avant mes 5 ans, je n'ai quasiment aucun souvenir. Ouais. C'est une de mes caractéristiques. J'ai une extrêmement mauvaise mémoire. Et donc, non, autant après, quand j'étais, on va dire, enfant et ado, j'ai des souvenirs, mais non, franchement, je devais jouer avec des trucs et manger et boire, quoi. Grosso modo, c'était mes seules obsessions, hein, je pense. Et du coup, ton premier souvenir en lien avec l'informatique, il arrive à quelle période à peu près? Alors, j'ai des souvenirs, mais qui sont pas de moi. J'ai des trucs qu'on m'a racontés où je sais que C'est souvent comme ça. Ouais, j'allumais effectivement, je savais allumer l'ordinateur de mon père, voilà, dans son bureau, etc. À un âge qui a priori était trop jeune pour que normalement ça se fasse, mais je sais pas. Donc il y a des petits trucs comme ça. J'ai pas trop de très bons souvenirs. Je leur dis, j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'ai pas de souvenirs très très clairs. Mais j'ai quand même le souvenir de
bidouiller, de voir mon père bidouiller des ordinateurs, parce qu'en fait tous les premiers ordinateurs que j'ai eu, et j'ai eu la chance d'en avoir assez tôt, en fait c'est lui qui les récupérait. Il les récupérait dans des casses ou dans des déchetteries, dans des trucs comme ça, et il faisait, avec 3 anciens ordinateurs, il en faisait un, et du coup on avait des ordinateurs gratuits quoi, grosso modo, et donc je le voyais moi faire ça. Donc c'est un peu les premiers souvenirs que j'ai autour de l'informatique à cet âge-là, quoi. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'intriguait, t'intéressait ou pas plus qu'autre chose? Je pense que ça m'intriguait un peu, parce que j'ai quand même toujours à peu près été curieux, mais en fait ça m'a vraiment intéressé le jour où j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire des choses avec. C'est vraiment ce qui m'a toujours intéressé dans l'informatique, c'est de pouvoir faire, de pouvoir créer, au sens créatif global, donc dessiner, faire de la musique, faire de la 3D, faire des sites internet, etc. etc. Et donc moi c'est vraiment à partir du moment où j'ai pu l'utiliser pour créer des choses où je me suis vraiment plu, quoi. Ouais, dès lors où tu as pris conscience de l'usage, du potentiel, tu t'es dit là ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Avant, sinon c'était plutôt les consoles, quoi. Le côté vidéoludique juste en tant qu'utilisateur. Alors je suis désolé, je vais faire une nouvelle fois appel à tes souvenirs. Vas-y. Lorsque tu étais à l'école, donc on parle fin de primaire, début du collège, c'était quoi tes sujets de discussion favoris? Tout confondu? Ouais, à l'école, c'est genre ça peut être, je sais pas, ton Pokémon préféré, ça peut être j'ai des nouvelles kickers, ça sent trop belles. À l'époque, ça devait être les Pokémon, les Beyblade, les trucs comme ça. Ouais, je crois. Tu ramenais ta petite toupie et tu faisais des concours à la récré. Ah bah ouais, ça se duellait très très fort dans la cour de récré. Dans les couvercles de poubelle retournés, là, c'était la folie, hein. Vraiment. Ah oui, non, il y avait aucune dignité, un coup de jet d'eau et ça partait très très fort. Non, ouais, sinon, j'aurais bien aimé te dire que je discutais de physique quantique et tout, hein. Franchement, j'aurais adoré, mais non, pas du tout. Non. Non, mais moi, Beyblade, ça me va très bien. Ouais. Bon, à l'époque de Néo, c'était plus les osselets, toi, la récré, non? Alors, je ne vais pas relever cette remarque désagréable, mais j'étais effectivement en train de me dire que les Beyblade, je les ai pas vus passer. Désolé, Alors, je voulais pas te mettre Non, de coup de vieux. Après, j'ai vu les POG, hein. Peut-être on a été dans la transition ok. osselet Là- POG, tu vois. Non, je crois qu'il y a eu les billes entre deux. Non, Moi, Bi, osselets, j'ai pas j'ai eu connu. aussi, effectivement, ouais. Les osselets, c'est plus la génération de mes parents. Non, mais- c'était revenu dans les années 90. Ça s'appelait les JoJo's. Oui, c'est vrai. Ouais, alors j'ai souvenir effectivement peut-être début de CP, enfin début primaire. Mais non, plus les POG, ouais, beaucoup les POG, un peu les billes, mais beaucoup les POG, me concernant, tout Ouais, vieux pareil, que je suis. Les POG, et puis moi, les cartes Dragon Ball Z à l'époque, et les albums Panini avec les joueurs de foot. Ouais, aussi, exact. Ouais, moi j'étais Ça, pas c'était très foot, passion mais école c'était primaire, ça. ouais. Et t'étais quel genre d'élève à l'école, Nicolas? Petit, j'étais assez calme, assez. Je pense que j'étais pas ultra studieux et j'avais pas les réponses à toutes les questions et tout. Mais en général, les profs ils m'aimaient bien parce que je faisais pas trop de vagues, assez discret. J'avais des copains et en même temps, je discutais quand même un peu, mais j'étais assez calme dans le fond. Voilà, Donc, pas un élément perturbateur, ouais, mais exactement. pas non plus un premier de la classe. Ouais, exactement. Entre les deux, ça a été ça à peu près toute ma scolarité, hormis études supérieures où ça a pu un peu changer, mais sinon, ouais, toujours dans le milieu. Est-ce que tu te rappelles du premier métier que tu as voulu faire? Oui, bien sûr. Je peux même te les faire dans l'ordre. Donc au début, j'ai voulu être menuisier ébéniste. Voilà. Ok. Donc mon fil. On est toujours dans la création. Mais c'est exactement, j'allais dire, je suis suis quelqu'un qui est assez, j'allais dire droit dans ses bottes, mais voilà, quand j'ai des marottes, elles me suivent tout le temps et elles continuent. Donc c'était exactement ça pour la création, le travail du bois, j'aimais beaucoup ça. Voilà, je suis né un peu à la campagne et donc fabriquer des trucs en bois, les sculpter, etc. J'aimais beaucoup. Et puis en fait peut-être la seule phrase qu'aura dite mon père et qui aurait pas été vaine quand j'étais petit, c'est qu'il m'a dit
si tu veux en faire un métier, pense bien que tu vas le faire tous les jours de ta vie, pendant 8 heures par jour, et que ça peut paraître fun maintenant, mais que peut-être à un moment, tu vas en avoir plein le cul. Désolé pour le... Et j'y repensais et je me suis dit, c'est pas faux que y a des moments fun et il y a des moments à poncer le même bout de bois pendant 2h30, c'est relou. Donc du coup ensuite j'ai toujours aimé beaucoup la musique et les films, le cinéma, etc. Et donc je voulais être monteur audio, donc pour intégrer les musiques dans les films. Parce que ça je faisais bien arrangé, je t'avoue. Bah non, mais du coup, je faisais beaucoup de montage en fait. Voilà, je mettais des musiques sur des épisodes des Simpsons que j'aurais découpé, etc. Dans ma partie adolescente, jeune ado, je pouvais faire ça 8 heures de suite. J'allais dire, terrible. est-ce que tu faisais partie du fandom qui faisait par exemple des animés Dragon Ball Z avec des musiques de Linkin Park en fond, des choses J'en du ai genre, fait In the End avec la mort de Sangohan, absolument, je l'ai fait. Et d'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que au départ sur YouTube, il y avait quand même pas du tout de strike au niveau des musiques copyrightées. Moi, je suis arrivé juste avant ce moment-là, et donc j'avais des vidéos quand même qui montaient jusqu'à les 100 000 vues, et donc j'ai pu décrocher la monétisation, mais évidemment dès que tu monétisais, derrière la vidéo est dégagée. Donc j'ai eu ce petit achievement de faire 100 000 vues sur une vidéo et terminer plus rien. Donc Mais tu sais de ce que tu parles, Sangohan Indian, je sais pas si c'est ta vidéo, mais c'est typiquement à cette vidéo que je pensais au moment où je t'ai posé la question. ah mais je pense que j'ai pas été le seul à la faire, hein, vraiment, c'est... Ouais. Mais voilà, donc j'ai voulu faire ça. J'avais pas la ref. Je te la referai, je t'en referai une petite si tu veux. Je suis preneur. Mais du coup, si t'avais été monteur, alors d'une, ça nous aurait bien arrangé, mais de deux, il nous manquerait un épisode dans la saison 1 par contre. Donc finalement, c'est pas si mal que tu te sois au final redirigé vers autre chose. Voilà. Et en fait, juste après, bah, du coup, ça a été l'informatique. Je savais pas ce que je voulais faire, donc je savais que je voulais travailler avec des ordinateurs. Donc au début, j'ai dit, je vais faire réparateur informatique. Voilà. Donc, et puis après, ça s'est construit petit à petit. Est-ce que finalement tu as échappé à ce destin? On a tous des exemples d'oncles et de tantes pour qui Internet ne marche plus. Non, tata, Internet fonctionne. C'est ça. Sinon, faut appeler en haut lieu, ils seront très inquiets. Faut appeler les internets. Oui, les internets. D'ailleurs, on l'a pas traité, mais il y a eu une grosse coupure d'internet récemment. Je sais pas si on en parlera à la fin ou pas. Bref. Tu nous as dit un peu comment c'était un peu défini ton projet professionnel. On va aller quand même sur ta suite et ta fin d'études. Alors déjà, question avec réponse optionnelle. Est-ce que tu as eu ton bac? J'ai eu mon bac. Ok. Bac quoi? Bac STI, donc sciences et techniques de l'ingénieur, option génie électronique. Côté orientation, parce qu'on avait les fameux conseillers d'orientation, est-ce que tu avais été orienté dans un domaine qui toi t'intéressait, ou c'est toi qui as tracé un peu ton propre chemin? En fait, j'ai eu affaire à ces fameux conseillers d'orientation entre donc mon collège et mon lycée. Mais donc moi j'ai simplement dit que je voulais travailler dans l'informatique, réparer des ordinateurs, l'électronique, etc. Et donc ils m'ont orienté vers un lycée qui faisait cette option justement génie électronique. Et j'ai eu la chance entre guillemets, parce que du coup moi ce que je visais c'était un bac pro électronique, voilà, parce que ça me paraissait le plus facile. Et en fait, j'ai eu un prof principal, Monsieur Jadot, qui n'écoutera pas cet épisode, je suis désolé pour vous, mais... et en fait, qui était mon prof principal et prof d'histoire, et qui m'a dit, c'est dommage de faire un bac pro, alors c'est bien pour plein de gens, mais il m'a dit... Toi, sans trop forcer, t'arrives à peu près sur toutes les matières générales, donc fais au moins un bac général en électronique. Tu feras quand même de l'électronique, mais tu le feras en 3 ans et ça va bien se passer. Et du coup, lui m'a bien conseillé, puisqu'en fait j'ai fait ça, et c'est là où j'ai vraiment découvert la programmation, la robotique, etc. et où ça m'a orienté sur la suite, quoi. Okay, donc après, tout ce qui était lié plus au hardware, ça t'a moins intéressé parce que tu avais des perspectives peut-être plus intéressantes pour toi côté dev. Je sais même pas si c'est ça. En fait, ça a été un petit peu un très gros concours de circonstances. Je vais la faire très rapidement, mais moi j'ai rencontré des amis du coup pendant mon bac génie électronique. On faisait partie du club robotique. Alors pour le coup, j'étais vraiment parmi
parmi le club des nerds chez les nerds, quoi, parce que quand t'es en bac électronique et qu'en plus tu fais le club robotique et le club d'échecs et ce genre de trucs-là, vraiment, t'es en bas. Tu fais pas partie de la fame du lycée. Ah, quoi. vraiment, C'est pas- vraiment pas. Et, et du coup, j'ai rencontré des gens en fait qui étaient aussi passionnés par tout ça et qui m'ont dit, bah, en fait, nous, on a comme projet de monter un jeu vidéo, on aimerait trop ça, etc. Et donc, dès, je crois, la première, on a commencé à former un groupe, on était 4, à essayer de concevoir notre premier jeu vidéo. Mais alors, c'était un truc beaucoup trop ambitieux, comme vous pouvez vous en douter, ce qui n'aura jamais vu le jour et qui ne verra jamais le jour, évidemment. Mais du coup, on était quand même hyper assidus, c'est-à-dire qu'1 à 2 fois par semaine, on se faisait une réunion d'1 à 2 heures et on faisait réflexion sur game design, histoire du jeu, etc. etc. Et on a continué ça tout notre lycée. Et à la fin du lycée, en fait, on a eu l'opportunité de partir tous les 4 dans le même IUT à La Rochelle et de faire une colocation et donc de continuer ce projet de jeu qui nous trottait dans la tête, etc. Et donc en fait, c'est un peu avec ce groupe d'amis que j'ai entre guillemets switché du hardware vers le pur software, quoi. D'accord. Et est-ce que ce serait pas ça ton objectif ultime en fait? Finir ce jeu. Finir ce jeu, ah, je sais pas. Hein. J'en fais des jeux, je fais des game jams, ça me plaît beaucoup, mais non, je crois pas. Le monde des jeux vidéo est trop cruel pour moi. Côté études supérieures, donc tu as fait ton IUT, Ouais. t'es allé au bout de ce cursus. Ouais. Ou... Je suis allé au bout de ce cursus et c'est là où je me suis, juste avant en fait, même un peu au lycée, mais où je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Alors je mettais pas du tout ce mot là-dessus, je savais que je voulais monter une entreprise, je savais que je voulais créer des projets, mais à l'époque on parlait pas, si on parlait un peu de start-up et tout ça, mais c'était quand même pas en vogue comme ça l'est aujourd'hui, même comme ça l'était il y a 10 ans. Et du coup j'ai pris, dès que j'ai pu, des options création d'entreprise et entrepreneuriat en fait dans mes études. Donc je l'ai fait dès ma première année d'IUT et j'ai continué. Et ensuite j'ai fait un parcours très classique. Donc j'ai fait mes 2 ans d'IUT qui sont très bien passés au début et en fait après j'ai dérivé vers ce qu'ils appelaient génie logiciel. Donc c'était de l'architecture et des normes ISO et des diagrammes UML en veux-tu en voilà. C'était un peu plus chiant vers la fin. Et ensuite j'ai fait une 3e année de licence à La Rochelle et un master architecture logicielle, puisqu'a priori j'ai bien aimé l'UML et les normes ISO, voilà, à Nantes, en fait, mes études supérieures, ça s'est de mieux en mieux passé. L'IUT était vraiment compliqué, surtout sur la fin, et puis en fait, la licence puis le master ont été de plus en plus simples, entre guillemets, parce que c'était des trucs qui me plaisaient de plus en plus, quoi. Ouais, en gros, enfin moi ce que j'en retiens de ton parcours, c'est que plus ça allait, plus tu as affiné un peu ce que tu voulais faire. Ouais. Et à la fin, tu t'es vraiment spécialisé sur quelque chose finalement qui t'intéressait, qui te passionnait. Donc, ça a été beaucoup plus simple, comme tu dis, de terminer un cursus sur quelque chose qui te plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, tu auras remarqué que sur le cheminement de cet entretien, on a un semblant de chronologie. On va maintenant, transition toute faite, s'attarder sur ta vie professionnelle. Donc nous, avec Néo, on divulgage un peu, mais on t'a connu avec le podcast Code Garage. Ouais. Donc je sais plus si c'est en off que ça a été dit ou au début de l'émission, mais toi tu nous disais que c'était pas forcément là où tu avais le plus d'affluence au départ. Même encore aujourd'hui, si on regarde purement les stats de visite entre très gros guillemets, c'est toujours pas là où j'ai le plus d'affluence. Avant de parler du podcast et de ce que tu fais aujourd'hui, raconte-nous ton après étude, je suppose, de ce que tu as pu dire avant, que tu as rapidement basculé sur l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, je vais essayer de la faire courte et vous me faites un petit signe si jamais faut que j'arrête. On coupe l'enregistrement de toute façon. Si ouais, ça parfait. dure, On fait comme ça. Donc, en fait, pendant mon master, je comprends vraiment exactement ce que je veux faire. Je veux monter une boîte et donc une start-up, principalement, sûrement dans la tech, etc. Et donc je trouve un copain de promo à moi, Maxime, qui en fait avec qui je vais dans tous les événements qui lient soit l'entrepreneuriat, soit voilà, les startups, la tech, on se fait tous les meet-up, etc. Donc à l'époque je suis à Nantes, on doit se faire deux meet-up par semaine, toutes les semaines, à bouffer des pizzas froides et des machins comme ça. Et un jour il me dit bah écoute viens, moi j'ai fait un truc qui s'appelle un startup weekend, c'est le meilleur week-end que j'ai passé de ma vie.
T'arrives le vendredi soir et pendant 54 heures, tu bosses, tu ne dors pas. Et le dimanche, en fin de journée, t'as un concept de boîte, un business plan, un site web, une application, peu importe. Et tu pitches devant des investisseurs ou devant un jury. Tu gagnes des prix et t'es claqué le lundi matin, t'arrives pas à ouvrir les yeux, mais t'auras passé le meilleur week-end de ta vie. Il me semble qu'on en a entendu parler de ce concept. Ça vous parle un peu ? Ouais, ça me dit légèrement, quelque chose. Et en fait, et il a eu raison parce que ça a vraiment changé ma vie pour le coup. Donc on était à Nantes et il m'a ramené à Tours pour faire ce Startup Weekend. J'ai passé 54 heures avec des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui sont pour la plupart devenus des très bons potes. Et on a en fait monté un projet qui s'appelait Pitch à l'époque, P-E-E-T-C-H, et qui était une simple appli de cadavre exquis. Donc en fait, tu commences le début d'une histoire et quelqu'un d'autre sur son appli continue l'histoire, etc. Et en général, ça crée des trucs qui n'ont ni queue ni tête. On était dans la grande vibe des vies de merde, des choses comme ça, etc. Et donc un peu dans cette création de contenu-là. Et on a on a pitché ce projet. Et à la fin, donc on a gagné. Et on a un investisseur qui est venu nous voir et qui nous a dit, donc Sébastien Forest, qui est le fondateur d'Alloresto en France, qui a été racheté par Just Eat il y a quelques années. Et en fait, il nous a dit, si vous continuez l'aventure avec votre équipe, moi je suis prêt à financer le projet un peu. Et donc moi j'étais encore en fait je sais plus si j'étais en Master 1 je crois, il me semble. Et donc on s'est dit on va continuer. On a raccourci un peu l'équipe parce qu'on était je crois 6 ou 8, je sais plus. Et donc en fait en parallèle de ça doit être la fin de mon M1 et le début de mon M2, et j'ai monté cette boîte là avec des qui sont devenus des amis. On a immatriculé la boîte pour recevoir un peu d'argent de notre investisseur. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans ma propre startup. Je me suis pris en stage, grosso modo. Et c'est pas trop mal. D'où le fait que finalement tu n'as jamais fait de job dating. En fait, pour les stages. J'ai eu deux périodes de CDI dans ma. Oui, alors même pour les stages, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait 2 stages autres en IUT et en licence. Et le premier stage, il m'a été trouvé au Pays de Galles par mon université, donc j'ai pas fait de job dating parce que on m'a dit tu peux aller là-bas, tu feras ce que tu veux, mais tu seras à l'étranger. J'ai fait ce que je voulais pendant 3 mois, c'était génial. Et l'année d'après, je leur ai dit est-ce que je peux revenir ? Ils m'ont dit oui, je suis revenu. Donc vraiment, voilà. Et donc en fait, on a monté cette boîte-là qui a continué pendant 3 ans. Évidemment, elle est morte. Il y a eu plein de rebondissements, mais par contre en fait on a dévié dans l'éducation. On a transformé cette appli là pour enseigner aux élèves de primaire et début collège, en tout cas améliorer leur lecture et leur écriture, et ils écrivaient des histoires collaborativement sur des tablettes dans la classe, etc. parce qu'il y avait aussi un besoin numérique dans les classes et tout ça. Et donc en fait ma première expérience, c'était de monter une boîte dans l'éducation, dans la tech, et ça a été hyper formateur. J'étais directeur technique, alors je sortais de mes études, ça n'avait aucun sens, mais j'ai vécu parmi les plus belles expériences professionnelles de ma vie encore aujourd'hui, puisque je découvrais le monde pro et le monde de l'entrepreneuriat, et on a eu beaucoup de chance. On a été à Montréal pendant plusieurs semaines pour rencontrer des entrepreneurs là-bas. Enfin voilà, on a eu énormément de chance. Et ma carrière a commencé comme ça, pour pouvoir continuer à travailler sur ce projet-là, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se payer en dehors des quelques centaines, milliers d'euros qu'on avait pour survivre. Il fallait pouvoir manger, et donc j'ai monté une auto-entreprise en parallèle, et j'ai fait de la prestation de service. Et sur les prestations de service que tu faisais, c'était du dev, tu répondais à des demandes clients En fait, ça c'est... J'ai mis une annonce sur... maintenant ça s'appelle Malte, à l'époque c'était Upwork je crois, je sais plus si c'était ça. J'ai mis une annonce, enfin j'ai pas mis une annonce, j'ai créé mon profil. Au bout de 2-3 semaines, j'ai une boîte qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, on a ce projet là, c'était une transformation d'un projet Flash en HTML5. Ils m'ont dit ça a été estimé à 4-5 jours. Donc c'était ça, parce que j'ai mis 1 mois et demi à le faire, donc à peu près 4-5 jours. Et donc ça a été très dur, parce que j'ai quasiment rien gagné en fait sur cette presta-là. Le terme était... Non, ça a été budgété à 4-5 jours. Ça a été budgété à 4-5 jours. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, cette mission-là, c'est
mal passé, on va dire, au niveau du projet, parce qu'en fait, on n'a pas du tout tenu les délais, etc. Mais c'était pour un client final, c'était une banque. Et moi, je bossais, on va dire, en direct avec la société de service, quoi, le studio qui s'occupait de ça. Et donc, le projet, au final, au niveau de la banque, ils l'ont jamais utilisé, puisqu'en fait, on se rend pas compte, mais c'était pas juste un projet flash. C'était des animations flash de 1h30, voire 2 heures. Et il fallait tout recréer. Enfin, c'était un truc démentiel. Mais bon, pour ma première mission, j'avais aucune idée de ce dans quoi je me lançais. Donc moi, ça s'est pas bien passé, on va dire, entre guillemets, avec le projet. Mais par contre, avec la société de service, le studio, en fait, ils ont beaucoup aimé parce que moi, je communiquais vachement avec eux. Je leur disais, là, en fait, on s'est gouré sur l'estimation. Là, on va avoir ça comme problème technique. Là, on va avoir ça, etc. Et donc, le fait que je prévienne en avance et que je dise pas juste non, c'est impossible, que je dise on peut faire ça et ça va nous faire gagner un peu de temps, ce sera pas parfait mais ce sera déjà ça, ils ont beaucoup aimé ça. Et donc ils m'ont dit, quand la mission est terminée, si jamais tu veux venir bosser chez nous en CDI plus tard et que t'en as marre du freelance, viens, les portes seront grandes ouvertes. Et du coup j'ai persisté en fait dans le freelance encore pendant un peu moins d'une année, avec des recommandations. J'avais un petit réseau d'entrepreneurs en fait quand j'étais à Tours, et du coup ces gens-là ont parlé de moi parce qu'ils m'avaient vu travailler notamment en Startup Weekend ou voilà. Et donc ils m'ont recommandé, j'ai bossé pour ces gens-là et c'était cool, mais en fait c'était pas assez pour me faire vivre au début. Et donc je suis revenu 1 an après en disant si vous voulez toujours m'embaucher, je suis dispo. Et donc ils m'ont dit écoute, viens mardi. Et j'ai été plus ou moins embauché comme ça. Donc j'ai fait un semi-entretien, on m'a demandé tu veux gagner combien? J'ai dit j'en sais rien, je veux juste pouvoir bouffer, quoi. Très bon en négociation, vous aurez remarqué. Ouais, on voit que tu sais te vendre. Ouais, à l'époque, aujourd'hui un peu mieux, mais à l'époque c'était vraiment ça. Et mais en fait j'avais vraiment besoin de stabilité et tout ça. Et donc ils m'ont juste dit nous on te prend quoi qu'il advienne, juste essaye de négocier ton salaire. Je l'ai pas négocié et je suis rentré, voilà. Et t'es resté combien de temps dans cette boîte? Je suis resté pas si longtemps que ça, parce que je suis resté 11 mois, mais en fait c'est 11 mois qui ont paru comme 5 à 6 ans, puisque j'étais vraiment junior, je sortais 1 an avant en gros d'école, quoi. Mais on m'a filé des projets pour des boîtes du CAC 40 où j'étais tout seul à bosser dessus quasiment. J'en ai enchaîné 2-3 comme ça avec des bonnes nuits blanches. Et donc ça a été 11 mois, mais 11 mois très très intensifs, mais très très formateurs. J'étais en contact parfois direct avec le client. Je suis allé au ministère de l'Intérieur faire des présentations devant 15 personnes qui me regardaient en costard, etc. Donc c'était des moments assez stressants parfois, mais du coup, je suis resté 11 mois là-bas. On va pas dire stressant, on va dire c'était des moments assez formateurs. Oui, c'est ça, exactement. C'est assez formateur. Dans le langage LinkedIn, c'était formateur. Et donc là, on arrive à 2-3 années après ton master. Et c'est suite à ça que tu as décidé de relancer une entreprise? Là en fait quand j'étais au début où je me suis mis dans cette boîte là, j'avais encore ma start-up en parallèle puisqu'elle a duré en gros 2-3 ans. On travaillait le week-end et quand j'avais le temps le soir, etc. Mais effectivement je suis parti un petit peu, on a arrêté l'entreprise un petit peu après, et en fait j'ai été débauché de cette boîte là. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn en me disant j'ai vu ce que tu as fait donc avec Pitch, la première startup, c'était très cool. Moi il m'a dit j'avais envie de lancer une boîte comme ça, etc. Et donc ça me parle. Aujourd'hui je suis CTO d'une boîte dans les tech, et donc on cherche un développeur full stack, on est intéressé par ton profil, est-ce que tu veux passer un coup de fil et tout. Et donc j'ai quand même fait un entretien technique puisqu'il voulait vérifier que je tenais la route quand même. C'est ça. Et mais en fait tout s'est fait en asynchrone. Il m'a dit essaye de faire ça. Je l'ai fait, je l'ai envoyé je crois 2-3 jours plus tard. Et du coup j'ai commencé à bosser. Eux ils étaient sur Paris, moi j'étais sur Tours, mais du coup j'étais en télétravail bien avant le Covid. Parce que là, on est en 2017, quoi, grosso modo. Et non, ne dis pas ça, les gens vont pas comprendre qu'on sorte l'épisode en 2025. Ouais, c'est vrai. On sait qu'on a du retard, mais enfin quand même. Non, mais du coup, donc voilà. Et il se trouve que j'ai bossé 6 mois pour cette boîte-là. Ça s'est pas très bien passé pour le coup avec la personne qui m'a débauché et qui était directeur technique. Donc, je suis parti au bout de 6 mois. Et en fait, ça correspondait parfaitement parce que j'avais de plus en plus de sollicitations d'anciens clients et de nouveaux clients sur ma micro-entreprise. Et donc,
grosso modo, j'ai des clients qui m'ont dit, nous, si tu quittes ton job, on t'assure au moins 6 mois de revenus. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Du stress en moins et du revenu assuré. Donc, c'est là que j'ai fait le changement. Donc là, on était en 2018 et grosso modo, depuis 2018, je suis freelance, quoi. Et alors, le freelance, à un moment, tout le monde voulait le faire sans forcément avoir de plan, de business plan, tout ça. Toi, ta préoccupation principale, c'était quoi? C'était une pérennité financière ou c'était plus, tu étais plus à te focaliser sur le challenge, sur le projet? Quand je suis revenu en freelance, un peu les deux en fait. Ouais. Un peu les deux, mais déjà les clients qui sont revenus me chercher, le projet était très intéressant. C'était des gens avec qui j'aimais beaucoup travailler, qui sont aujourd'hui des amis. Et il y avait quand même, c'était plus rémunérateur. Et puis, en fait, moi, comme je disais, depuis le tout début, on va dire, depuis que j'ai 17 piges, je veux créer ma boîte, en fait, j'ai besoin de cette espèce de, alors liberté, c'est à la fois une liberté, à la fois une contrainte, hein, c'est vraiment pas tout rose tous les jours, mais je me suis jamais vu en tant qu'employé dans une boîte très longtemps, et je dénigre pas ça, et ça correspond à plein de monde, mais moi, ça me correspondait pas du tout. Et d'ailleurs, les boîtes qui m'ont embauché souvent, en fait, elles me prenaient pour mon côté entrepreneurial et le fait que je pouvais être autonome et monter des trucs en interne, etc. Et donc ouais, c'était un peu des deux, mais c'était de toute façon ma vision que j'avais de moi, comment j'allais mener ma carrière de développeur, c'était en freelance de toute façon, quoi. D'accord. Donc ça, c'était 2018. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2025. Ah oui. Si je sors bien le podcast en 2025. 7 ans de freelance, t'as un peu de recul maintenant. Après coup, t'es heureux de cette décision parce que t'as les avantages de l'indépendance, mais t'as aussi les inconvénients. Aujourd'hui, tu te sens comment vis-à-vis de ça? Alors moi, perso, très très bien parce que j'ai... En fait, mon parcours, alors pas que mon parcours, je pense aussi, on va dire, la manière dont je travaille et dont je suis avec les gens, mais on fait que j'ai une énorme chance, c'est que j'ai jamais eu à démarcher en fait de clients. Depuis ce premier poste sur Malte, en fait, j'ai plus jamais. Les missions sont venues à moi par mon réseau direct. Donc en fait, les inconvénients, il y en a beaucoup d'être en freelance. J'ai la chance de pas trop les avoir connus. Les seuls que j'ai connus, ça peut être des irrégularités de revenus parce qu'un client met longtemps à payer ou parce que ça m'est arrivé, mais j'ai un client qui part en liquidation judiciaire. Donc ça m'est déjà arrivé de perdre voilà, un peu de sous là-dessus. Mais même ça, j'ai eu de la chance, ça m'est arrivé dans un moment où j'avais beaucoup de missions en même temps et où en fait la perte, elle a été complètement compensée par les autres missions. Donc alors, c'est de l'argent que j'ai quand même jamais vu, mais ça m'a pas du tout impacté mon mode de vie. Donc T'as pas eu ce côté stress, genre putain le mois prochain, comment je fais pour les traites ou comment je fais pour bouffer ou machin? J'ai eu du stress et en fait j'ai les clients pour lesquels j'ai bossé, mais c'était le cas aussi quand j'étais en CDI, mais voilà, on avait des projets avec des deadlines, des choses comme ça, ça, ce qui m'a toujours rendu fou, c'est les clients qui font des événements de lancement et que du coup c'est indécalable ni rien, donc ça j'en ai bossé avec, en fait, j'ai bossé pas mal dans l'éducation. Bah, dans l'éducation, c'est la rentrée. Donc, en fait, tu prends pas tes congés en juillet-août parce que tu prépares septembre. Et en septembre, c'est lancement début septembre, quoi. Donc, Ouais. ça, ouais. Il y a eu beaucoup de stress là-dessus, mais sur le reste, pas trop. Ok, donc ton stress, c'était pas financier, c'était plus sur la possibilité de réaliser un projet avec les contraintes données, notamment au niveau du temps, quoi. C'est ça. Pour la toute petite anecdote, parce que ça restera encore dans mon cœur, je m'en souviendrai, je pense toujours. Mais quand j'ai... On aime bien, nous, les anecdotes. Ah, ben, je vais pas donner trop de détails parce que la personne écoutera peut-être, mais j'ai quelqu'un qui est venu me voir un jour et m'a dit, les yeux dans les yeux, il m'a dit, à ton avis, combien de temps il te faudrait pour refaire une plateforme comme YouTube? Et en fait, j'ai été tellement... Je pense qu'il devait être 11h du mat, je savais pas quoi dire, quoi. J'ai dû changer de couleur, j'ai bégayé, j'ai dit mais je peux même pas répondre à la question elle a pas de sens, quoi. Et la phrase d'après c'était parce que moi je l'ai vendu pour 10 jours, donc est-ce que c'est faisable, quoi. Voilà.
Ah ouais, Voilà. c'est pas mal. C'est... Voilà, donc il y a des choses merveilleuses comme ça. Alors heureusement, les gens avec qui j'ai bossé après, ça a pas trop été ça, mais il y a quand même eu plein de fois où c'était vraiment dans le speed et tout ça. Donc, Bon, a priori, c'est pas sorti puisqu'on en a pas entendu parler. Enfin, non, mais j'ai un collègue qui a fait des miracles quand même, qui a pas mal bossé le truc. Ouais. Alors qu'on sait tous qu'il faut pas 10 jours, il en faut 2 grands maximum. Grand maximum, exactement. ouais. Passons maintenant à Code Garage. Donc Code Garage qui est une... Je sais pas comment je veux dire que tu le vends, mais je parle pas côté financier, mais comment tu l'intègres à ton entrepreneuriat. Ouais. Pour toi, Code Garage, c'est quoi? C'est ton côté un peu... non, j'allais être sarcastique, j'allais dire ton côté humaniste où tu fais don de connaissances à des gens, mais... Code Garage, tu le vois comment dans l'entrepreneuriat? C'est plus une vitrine de ce que tu peux proposer, c'est plus un moyen de juste, entre guillemets, c'est pas péjoratif, de proposer de la formation pour avoir une corde de plus à tes prestations. Code Garage, tu l'as lancé quand et dans quel but exactement? Donc, alors comment est-ce que je le vends? En général, je dis que c'est une plateforme de formation en ligne pour les développeurs, très grosso modo, et développeuses évidemment. Mais en fait, c'est venu. Alors, c'était vraiment pas pour le coup pour mettre une nouvelle corde à mon arc. En tout cas, pas juste pour ça. C'est venu. Je sais pas si le concept d'ikigai ça vous parle. Non, pas moi. Pas à vous. Non, Ok. non plus. En fait, alors je vous le fais rapide et ça en intéressera peut-être des gens, mais le concept Ikigai, c'est un concept japonais en fait pour trouver sa raison de vivre, de pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, etc. En gros, c'est 4 cercles qui se croisent. C'est un diagramme de Gantt, grosso modo. Et en fait, t'as en gros 4 cercles. Il y a un truc, c'est ce dont le monde a besoin, que vous pouvez faire pour être payé, en gros, vos compétences, ce en quoi vous êtes doué et ce que vous aimez faire. Et en fait, alors là, ça paraît des trucs qui sont très très proches, mais en fait, entre ce que t'aimes et ce pourquoi t'es doué, c'est ta passion. Ce pourquoi t'es doué et ce pourquoi tu peux être payé, ça va plutôt être ton métier, etc., etc. Et en gros, au milieu, ce qui rejoint tout ça, c'est ce que t'appelles ton ikigai. Et en fait, moi, je pense comme beaucoup de monde, mais pendant le Covid, ou la Covid selon, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais fait beaucoup de trucs dans ma petite carrière, mais en tout cas, j'avais quand même monté différentes boîtes, différents projets. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai quand même créé des jeux, j'ai fait des game jams, des choses comme ça. J'avais fait beaucoup de choses en informatique et en création en général. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment où je me suis dit, c'est bien, mais le truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir aidé tant de gens que ça. Soit parce que ce que j'ai fait, il y avait un but qui était intéressant et ça pouvait aider les gens, comme la première boîte que j'ai montée, mais financièrement c'était trop compliqué et donc au final on a aidé quelques personnes mais pas du tout à l'échelle que moi ce à quoi j'aspire, tu vois, et ce qui me ferait me lever le matin. Et j'ai fait plein de projets qui étaient cool, étaient intéressants techniquement parlant et c'était motivant d'apprendre des choses, mais en fait ça n'aidait personne, quoi. Au pire ça me faisait gagner de l'argent, mais j'avais pas du tout de cette sensation d'accomplissement et de trucs positifs à apporter au monde, quoi. Et du coup j'ai réfléchi, j'ai pris des notes, j'ai refait mon petit diagramme, etc. Et je me suis dit en fait ce pourquoi je suis doué quand même a priori c'est la programmation, en tout cas voilà, c'est aussi ce pourquoi je suis payé, donc c'est cool. Alors est-ce que le monde a besoin de plus d'apps comme mes clients me demandent de faire toujours la même chose, parce que voilà, quand t'as fait 10-15 projets clients, t'as toujours 2-3 projets clients qui reviennent. Tu te dis c'est bien, mais j'ai déjà quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça va pas marcher. Ce que tu me dis là, ça va pas marcher. Je vais le faire quand même parce que je vais être payé, mais c'est pas enrichissant. Et donc en fait, j'ai pris tout ça et je me suis dit si je peux aider les gens à se former à un métier qui peuvent les épanouir, parce que mine de rien, même quand je fais des projets où je me disais pas c'est le meilleur projet du monde, je m'épanouis en créant ces projets-là. Et puis juste former les gens à l'informatique et à la programmation, où ça devient une compétence qui est indispensable dans le monde maintenant, même on l'apprend aux enfants dès la primaire, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout ce chemin-là,
Et je me suis dit, bah, faire des formations, ça peut me rapporter de l'argent, ça peut correspondre à tout ça. Maintenant, il faut que je trouve le moyen, on va dire, le médium vers lequel je vais le faire, parce que tu peux donner des formations en école, tu peux faire plein de trucs. Sauf que moi, je me connais assez bien et je déteste me répéter. Mais à un point où, alors pas me répéter à quelqu'un qui va me demander de répéter 3 fois la même phrase, évidemment, mais de faire un cours et de le refaire le même 3 semaines plus tard et de refaire le... Ça m'angoisse. Rien que de le dire, là, ça m'angoisse. Et du coup, je me suis dit, je peux pas faire ça parce que je vais pas m'épanouir autant que je veux. Donc, je vais faire des cours que je vais créer une fois et que je vais vendre à l'infini, entre très gros guillemets. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà grosso modo d'où c'est venu. Et en fait, en suivant, en m'intéressant au côté marketing, business et tout depuis longtemps, je trouvais le côté créer du contenu gratuit pour créer ton audience et transformer cette audience-là vers une audience qui va payer pour les contenus plus avancés, etc. Bah, un peu le modèle le plus vertueux, plutôt que de payer des 100 et des 1000 à LinkedIn, Facebook pour qu'ils t'affichent de la pub et que tu prennes juste de la puissance de cerveau des gens qui vont être abasourdis par la pub, etc. Enfin, voilà, j'ai regardé un peu tous les modèles qui se faisaient. Et je me suis dit, mais en fait, si je crée vraiment beaucoup de contenu sur un sujet et qu'il est gratuit, je pense que je peux transformer ces gens-là. Et donc, voilà, grosso modo, comment l'idée de Code Garage est née, quoi. D'accord. Et après coup, parce que là, maintenant, ça fait plusieurs années que c'est comment dire, je vais dire, en développement, Ouais. même en prod. Est-ce que pour l'instant, tu es dans une balance avec le travail que tu as passé dessus, le temps que tu as passé à faire les cours par rapport à ce que ça a pu te rapporter? Tu es quand même satisfait du retour que tu peux avoir par rapport à ton investissement? Ou faut encore que ça prenne plus d'ampleur, tu penses, tu trouves que ce projet était bon pour toi? Alors, en termes de retour, j'en suis extrêmement loin. Parce que j'y consacre un temps monstre. Donc non. Maintenant, j'ai pas le retour sur investissement. Je l'aurai un jour, je pense, j'espère. En tout cas, j'y aspire. Mais le retour global de ce qu'apporte le projet dans ma vie, oui, clairement. Parce que en fait, je sais aujourd'hui que j'aide au moins une personne tous les jours. Je prends pour prendre des petits chiffres et voilà, mais je sais que j'aide au moins une personne par jour dans son métier, à apprendre un nouveau métier, etc. Et ça, c'est extrêmement gratifiant quand même. Où je me fais des petits kiffs des fois, mais j'ouvre mon panneau d'administration et je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire un cours à 2h30 du mat pour apprendre une nouvelle techno ou un truc comme ça. Et que moi je fais rien, le boulot il a déjà été fait, mais que je me dis cette personne elle a découvert en étant curieuse et en lisant des contenus gratuits et maintenant elle se forme et demain cette compétence elle va pouvoir la vendre et gagner de l'argent avec, c'est très 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 satisfaisant pour moi en tout cas. C'est quelqu'un qui a pris une mission freelance pour la rentrée et qui doit rapidement monter en compétence. C'est fort possible et c'est pas grave. Non, c'était pas péjoratif. Non, je sais. Tu parlais de différents médiums. Le podcast que tu as lancé sur Spotify le 2 novembre 2021. Oui. Et donc un autre moyen de communication. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier podcast, le sujet? Sans aller voir comme ça là. Ouais. Aïe. Il est particulier. Je donne un petit indice quand même. Attractif. Oui, c'est exactement. Il est attractif, t'as dit? Oui. Ouais. Des gens auraient pu dire un peu putaclic. Ah! Oh, est-ce que c'est un truc sur l'argent? Non, c'est un... Est-ce que c'est un truc genre comment je me suis fait bannir de Google? Non plus. Parce que je celui-là, donne il un existe. indice. Vas-y. C'est un objet qui est très utile aux développeurs juniors. Ah, le canard en plastique. Le rubber duck debugging. Ah, putain, voilà. Ah ouais. Et moi, je crois que c'est littéralement avec celui-là que je t'ai découvert. Alors, je pense pas avoir... pas en 2021. Attaqué en live en 2021, ouais. Mais j'ai commencé le podcast par le premier épisode. Et j'ai adoré, je me suis régalé. C'est vrai que j'aurais jamais pensé, et pourtant, effectivement, c'est...
il date de cette époque-là. Bah, de toute façon, si c'est le premier, c'est sûr, mais ouais. J'aurais pas dit. Novembre 2021, ouais. 4 ans, presque 4 ans. Ouais. Peut-être 4 ans à l'heure où sortira cet épisode. Ce sera à vous de voir. Non, j'espère bien que non. Je pourrais presque m'engager à dire que l'épisode sortira avant le mois de juillet. Oh là. La rédaction s'engage à demi-mot. Oui, il reste 15 jours. Ouais. 15 jours en sachant que je suis pas là le reste de la semaine. Mais Ouais, je pense que je vais attaquer le découpage en milieu de semaine. ce podcast Code Garage, si tu devais le pitcher à quelqu'un, qu'est-ce qu'on y entend ? On y entend ce que moi j'aurais bien aimé entendre quand j'étais en études ou en début de carrière. En fait, j'essaye de vulgariser des sujets et des concepts sur des épisodes assez courts et en faisant en sorte vraiment que ce soit compréhensible par le maximum de monde, peu importe le niveau. Et voilà, il y a pas de news, il n'y a pas de truc dans l'actualité, c'est vraiment un concept, que ce soit pour comprendre vraiment la programmation et comment ça marche, ou autour du métier de développeur en général. Alors ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis par rapport à la vulgarisation, parce que nous c'était aussi un peu le pitch de ce qu'on fait ici avec des chroniques, avec des actus. Bon, pas des épisodes courts, tu l'auras compris. Alors, les épisodes courts, Ça c'est de ma faute, je le sais. On peine un peu. Je viens de voir le temps qui passe et je me dis qu'on est dû tomber dans une faille temporelle à un moment. Par rapport à ce concept de vulgarisation, moi je sais qu'à chaque épisode, j'en parle avec Néo, je suis pas satisfait dans le sens où je me dis là j'ai l'impression qu'on est trop parti sur du technique et à des moments on revient pas assez en arrière sur ce qu'on a pu dire et on peine assez à décortiquer. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu as toujours cet esprit critique aujourd'hui où tu as réussi avec justement l'expérience à être globalement satisfait de ce que tu peux produire au niveau du podcast ? Est-ce que je suis satisfait ? Ça va beaucoup varier des épisodes, je dirais. On va dire qu'il y a un bon 75% où je suis satisfait et il y a un 25% où je suis moins satisfait. Je pense que la vraie différence que moi le podcast il va avoir avec vous, et c'est une grosse part dans ma satisfaction, c'est que même si ça s'entend peut-être pas trop et j'espère pas, je lis un script. Et donc en fait, mon épisode, je l'enregistre quand pour moi mon script il est suffisamment clair, vulgarisé, etc. Et donc en fait, en général, même, je fais quasiment qu'une prise, hormis vraiment si je bafouille fort à un moment. Mais du coup, comme je fais vachement gaffe avant que tous les termes soient compréhensibles, de traduire les termes, alors je peux me planter, hein, et ça arrive évidemment et sûrement très souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'en serais pas déçu. Après, si quelqu'un me dit j'ai pas compris, c'est assez chiant, mais le contenu, je l'ai tellement travaillé avant en général que voilà, j'arrive à peu près à être satisfait globalement. T'as raison, le fait de scripter, ça permet de plus contrôler ce que tu vas essayer de transmettre. Ouais. Et nous, en effet, là où on part sur les choses techniques, c'est dès lors où on doit argumenter ou lorsqu'on part dans des digressions de l'infini, où on se met à parler et on ajoute des strates un peu de complexité parfois sur certaines thématiques. Et moi, quand je le fais, parce qu'il y a quelques épisodes effectivement où je le fais par contrainte de temps ou d'autres choses, je sais que c'est l'épisode où je suis le moins satisfait, où je suis le moins clair, où je me répète le plus, et voilà. Donc ça, si j'étais dans le même exercice que vous, je ferais pas mieux que vous sur la vulgarisation. J'en suis assez persuadé. Alors, ouais, je me permets justement, alors pour les gens qui écoutent notre podcast et qui ne te connaîtraient pas, je voulais quand même revenir sur les sujets que tu vulgarises, parce qu'on parle quand même de thèmes assez techniques, et je trouve que vraiment, en termes de vulgarisation, ça passe vraiment très bien. Moi, je prends un des derniers épisodes, comprendre le fonctionnement d'un LLM, il y en avait au-dessus sur la synchronisation verticale, la screaming architecture, le dernier. Enfin, ça reste quand même des concepts qui sont techniques, tout ça dans un temps réduit, alors ce qu'on sait clairement pas faire. Hein. Pareil, la magie du script. Ouais, de toute façon, ouais, je pense que sur notre nouveau format, avec les parties chroniques, là où ce sera pas avec l'invité, ça sera plus simple d'avoir peut-être un script plus maîtrisé. Mais bon, ça vous le verrez, cher poditeur, dans les futurs épisodes de La Tech dans les nuages. Et
Par contre, juste pour revenir sur le contenu de Nico, on mettra bien entendu tous les liens dans le billet du podcast, évidemment. C'est bien gentil. Je voulais te poser une question sur la cible, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de déterminer à qui on va s'adresser. Ouais. Dans le podcast, dans l'environnement, on parlait tout à l'heure de code Garageverse. Quelle cible, toi, tu visais ou tu vises aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué au cours du temps? Et est-ce que justement, quand je parle de cible, je parle de public, hein. Bien sûr, oui. Et est-ce que tu touches ce public que tu espérais toucher, et comment quelle fenêtre tu as sur cette cible? C'est une bonne question. Je me suis jamais mis une limite très stricte de cible, d'audience, etc., d'années d'expérience, de choses comme ça. Maintenant, je savais que il y avait, quand je me suis lancé en 2020, même si j'étais pas formateur, j'avais été un petit peu juré dans des écoles de code plus ou moins longues, etc. Et du coup, je voyais quand même très souvent des concepts, des choses revenir et que les gens maîtrisaient pas du tout. Soit parce que le formateur ou la formatrice avait pas été assez clair, soit parce que des fois c'est des trucs qui ne peuvent pas s'apprendre en une semaine et que ça met plus de temps. Soit comme moi, je suis quelqu'un qui apprend pas très vite et surtout à qui il faut expliquer longtemps, ou en tout cas il faut expliquer de différentes manières. Alors maintenant, ça a été une révolution dans ma vie, mais j'apprends beaucoup grâce au LLM, notamment ChatGPT, parce que en fait, quand je découvre un sujet, ou quand je veux approfondir un sujet, il me faut vraiment la bonne analogie, le bon exemple, le bon truc pour que les petites connexions de mon cerveau elles se fassent et que je comprenne vraiment et que je puisse continuer à pousser en fait le sujet. Et ça, c'est un problème que tu retrouves très souvent à l'école, même plus tard, enfin dans les centres de formation, etc. Tu as un formateur ou une formatrice qui va t'expliquer d'une manière, tu vas dire j'ai pas compris, et la personne va te réexpliquer de la même manière. En changeant pas l'analogie, juste en changeant un peu les mots. Tu dis c'est bien, mais j'ai toujours pas compris. Et du coup, moi, comme j'ai eu beaucoup ça, et que j'ai été obligé d'aller chercher par moi-même, etc. En fait, c'est vraiment le truc que je fais par automatisme dans mes contenus, c'est d'aller chercher la manière la plus transparente pour l'expliquer, ou en tout cas, de l'expliquer des fois de différentes manières. Et du coup, ma toute première cible, effectivement, c'était de me dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans des formations courtes, ou en tout cas à chaque fois je vais dire redirection professionnelle, mais ce mot n'existe, enfin c'est pas une expression, des reconversion professionnelle, merci. Et du coup, oui, je savais que j'avais des devs juniors en reconversion qui avaient plein de lacunes sur plein de concepts, soit parce qu'ils les avaient mal compris, soit parce que t'as pas le temps de les voir tant que tu fais pas des formations longues. Et moi, en fait, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir fait quand même un master où j'ai vu plein de choses qui m'ont servi, mais que 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard. Et donc, je me suis dit, en fait, tous ces gens-là, quand ils vont arriver sur ces problématiques-là, qu'ils n'auront jamais vu parce qu'ils ont fait des études courtes, ils vont vraiment tomber sur un truc très complexe à apprendre. Donc, je me suis dit, tous ces concepts-là, je vais pouvoir essayer de les vulgariser et de les transmettre à ces gens-là. Maintenant, en fait, il y a des sujets qui paraissent très très complexes pour un dev, mais en fait, des fois, j'ai des gens qui sont aussi plutôt dans la sécurité et moins dans le dev. Du coup, ça va leur paraître très très simple, et inversement. Donc en fait, je me suis jamais dit, faut que ça reste que des sujets simples, que des trucs. Le but, c'est que tout le monde comprenne, mais le sujet en lui-même peut être assez complexe, quoi. Alors maintenant qu'on a vu ce que tu fais en 2025, on va partir sur quelques petites questions en vrac. Donc là, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus rien du tout. Juste histoire de se détendre après ce long entretien formaté. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours émerveillé par ce que peut apporter le numérique, ou tu es un peu lassé depuis tout ce temps ? Les deux. Je suis lassé et parfois émerveillé. Un blasé émerveillé. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il t'arrive de pouvoir déconnecter un peu ? Ou t'es toujours connecté à fond, téléphone, ordi, et tout ça ? En fait, j'ai l'impression que quand les gens disent connectés, ils pensent aux réseaux sociaux, aux trucs comme ça, etc.
Ça, j'ai vraiment pas trop de mal à m'en déconnecter. Alors, je me fais attraper comme tout le monde, un réel Instagram, un machin, puis en fait, il passe 15 minutes, même si j'essaye de lutter contre. Mais par contre, ça, déconnecter des réseaux et tout, j'en ai vraiment rien à faire et ça se fait assez facilement. Maintenant, bah, j'ai quand même, bon, bah, du coup, 2 boîtes à gérer. J'ai ma micro-entreprise et j'ai Code Garage. Et surtout, j'ai Code Garage. Donc, en fait, je bosse tout le temps que je ne passe pas à être soit avec ma famille, soit bosser pour mes clients, je le passe là-dedans. Donc, de ça, j'en déconnecte que très rarement, que quelques jours par an, on va dire. Mais par contre, ça me pose pas de problème et je cherche pas à déconnecter spécifiquement de ça, quoi. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que pour toi le fait d'être peu constamment à travailler, on va dire, parce que c'est ton métier, c'est ton gagne-pain, est-ce que c'est quelque chose qui est pesant pour toi, ou genre quand tu t'octroies des vacances, t'arrives quand même un petit peu à faire le break? Quand je m'octroie des vacances, j'arrive quand même à faire à peu près le break, surtout quand je voyage. Quand je voyage pas, c'est un peu plus dur, mais quand t'es à la maison et que t'as le bureau à côté et tout ça. Mais par contre, j'ai oublié le début de ta question. Ouais, tu vois, pourtant c'était. Ouais, c'est dommage parce que moi aussi je l'ai oublié. Non, on était sur la déconnexion et, Oui. et savoir si c'était pas trop pesant pour toi. De beaucoup travailler. Non, franchement non. Parce que même quand je passe un samedi dimanche en famille ou quoi, si ma femme et ma fille font la sieste pendant 1h30, je vais être très content de retourner sur mon PC, rédiger un petit script, un bout de cours ou un truc comme ça. Et le lundi matin, quand je vais retourner pour travailler pour mes clients, je vais être très content aussi. Donc non, franchement pas pesant jusqu'à aujourd'hui. Je dis pas qu'il y a des moments où t'en as pas un peu marre, ça arrive selon le niveau d'énergie et tout. Mais globalement, en 5 ans, franchement, non, je sais pas. On avait 2 autres petites questions, mais je crois qu'on y a déjà répondu, Néo, sur la question. En tout cas, sur la partie IA, oui, on a déjà parlé si ça évoquait des craintes ou des perspectives. Ok, donc je te laisse si tu veux parler de la dernière qui... Ouais, on l'a effleuré tout à l'heure. Délicatement. On en a parlé vite fait. Le vibe coding, cette tendance, t'en penses quoi? Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que pour toi évoque le vibe coding et ce que tu en penses? Ce que ça évoque pour moi, pour moi le vibe coding, c'est partir d'une idée, d'une simple idée, ou même parfois d'un mot, une phrase, à peine un concept, et uniquement ou à 99% en utilisant des IA génératives. Alors très souvent on va parler de cursor parce que du coup tu as tout intégré dans l'éditeur, etc. Tu vas réussir à sortir un projet en ayant tapé le moins de code possible et en ayant laissé faire l'IA le plus possible. Voilà, grosso modo comment je décrirais ça. Et tu en penses quoi? Et j'en pense quoi? En fait, c'est un peu dur. Le truc, c'est que pour moi, c'est très cool de pouvoir réfléchir plus au projet que à la techno en elle-même. Parce que aujourd'hui, et ce que manque beaucoup de gens qui montent des projets et des entreprises dans la tech, c'est que ils pensent que si le code est bon, que si l'idée est bonne, etc., bah, le projet il va forcément marcher. Non, parce que tu vas avoir besoin d'énormément d'énergie pour la communication, le marketing, l'expérience utilisateur, le design, etc., etc., etc. Et donc en fait, si tu as, admettons, 150 heures à passer sur un projet, entre eux, si tu passes pour le même résultat à peu près technique d'une plateforme qui fonctionne à peu près, entre y passer 100 heures et ne plus avoir que 50 heures derrière pour faire tout le reste, ou passer 25 heures et avoir 125 heures de reste pour faire tout le reste, bah effectivement en fait ça va être extrêmement intéressant et tu vas gagner vraiment du temps. Maintenant, en fait c'est une fausse idée que de penser que pour l'instant ton IA elle va pouvoir tout faire et que surtout tu vas pouvoir le faire sans aucune connaissance technique. Parce que oui, le no-code tu peux le faire sans connaissance technique, et ce qui va te limiter en fait, c'est qu'au bout d'un moment tu vas arriver à un palier où tu vas dire mais ça je peux pas le faire avec mes outils no-code, donc je suis obligé de passer par du code, je suis obligé d'apprendre.
là où l'effet pervers du vibe coding et des IA est, c'est que tu vas pouvoir faire de bout en bout tout ce que tu veux, mais qu'au milieu, en fait, t'as plein de trous. C'est un peu un gruyère. Que ce soit sur la sécurité ou que ce soit sur même les fonctionnalités, des bugs qui apparaîtront que à ton 900e utilisateur, mais qui va être un truc complètement bloquant que tu n'auras pas vu avant, etc., etc. Et donc, c'est là où, et moi j'utilise, voilà, même pour le code, j'utilise vraiment pas mal, et j'utilise Copilot, t'en parlais tout à l'heure, ChatGPT et consorts. Et je fais ce qui s'apparente des fois à du vibe coding. Je me prends un week-end et je fais un projet. Je l'aurais fait sans IA de toute façon, mais l'IA va me faire gagner beaucoup de temps. Mais en fait, je me retrouve à débugger des trucs. Si j'avais pas le background que j'ai moi en informatique et en électronique, ben, en fait, je serais incapable de débugger ce truc-là. Et je l'ai eu encore aujourd'hui. Et hier, je bossais sur un projet. Ben, en fait, il y a eu une mise à jour d'une librairie il y a 1 semaine et demie. ChatGPT le sait pas encore, donc tout ce qu'il essayait de me donner, rien ne fonctionnait, et même quand je lui disais qu'il avait tort, il comprenait pas. Et donc en fait, sur ce truc-là, tu peux rester vraiment bloqué des semaines et des semaines si t'as pas du tout les connaissances là-dessus. Donc moi, je suis pas anti-vibe coding, mais souvent ce que tu vois sortir en vibe code, enfin en vibe codé, peu importe, ce sont des petits projets qui vont rester en prod 1 à 2 mois, où il y aura 10 utilisateurs dessus, et bah oui, ça marche. Pour 10 forcément. Voilà, pour 10 utilisateurs pendant 2 mois, ça va marcher, mais en fait, au bout d'un moment, la plupart, si ça n'a pas été codé et revérifié, etc., par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui a les clés en main, juste, il a été beaucoup plus vite avec l'IA que sans IA, bah ça marche. Mais sans ces connaissances-là, très souvent, tu te retrouves avec des vrais problèmes. Donc pour parfaitement conclure cette partie question en vrac, on peut dire que c'est comme tout à l'heure avec l'IA. Le problème, c'est pas la vibe coding, c'est plutôt l'usage qu'on va faire avec. Ouais, l'usage, la manière dont on va se lancer dedans. Alors, je prends un truc et je le fais très rapidement, mais j'encadre des fois, du coup, des game jams pour des écoles. Donc, dans des écoles, ils me font des game jams pour les premières années, pour qu'ils apprennent, que ça soit un moment ludique et en même temps qu'ils apprennent des concepts de jeux vidéo, de choses comme ça. Et là où on se dit, c'est trop bien parce qu'avant, pour développer le même jeu, ils auraient mis 4 fois plus de temps. Ce qui est trop bien. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'étudiants viennent à utiliser les IA, non pas pour coder, mais même en amont, pour avoir des idées. Ils savent pas trouver les idées par eux-mêmes, et donc ils vont pas faire toute cette phase exploratoire, et c'est l'IA qui va leur donner le truc. Et c'est ça, pour moi, le problème, c'est que le côté créatif et le côté que toi, en tant qu'humain, et t'apporterais ta vision, ton idée, des choses comme ça, bah c'est ça qu'on délègue aux IA, et je trouve ça pour le coup dommage. Et donc quand on le fait sur du vibe coding où en fait c'est l'IA qui va choisir l'architecture, les outils utilisés, les trucs, parce que bah lui il va choisir les trucs les plus populaires du moment, etc. Si toi t'avais d'autres contraintes en tête mais que t'as pas su décrire à l'IA, bah ça va pas te faire avancer. Fais attention Nicolas, parce qu'être trop pertinent sur l'IA, tu risques d'être invité pour une autre émission où on traiterait de cette thématique. Fais gaffe. Je suis désolé. On arrive sur la fin de cet entretien, ou presque. On va parler un peu de la suite. C'est quoi la suite pour toi en termes d'entrepreneuriat ou potentiellement sur des futures choses à venir sur Code Garage? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, ça dépend quand sort l'épisode. En fait, le truc, c'est que je peux vous donner avant les 4 ans du podcast. Je peux vous donner une exclue, mais le truc, c'est que l'exclue, ça va être de savoir si oui ou non vous la sortez avant que j'en communique moi-même dessus. Mais qui a annoncé avant le mois de juillet. Avant le mois de juillet, c'est vrai. Bah, je peux essayer de vous donner une exclue. Alors là, du coup, c'est moi qui vais me mettre de la pression. Il y a une fonctionnalité qui est un truc que je voulais faire depuis très longtemps et que j'ai repoussé et où je commence vraiment à avoir de plus en plus de clients intéressés et du coup ça y est, c'est en développement. Je vais lancer des challenges interactifs. Donc comme tu pouvais trouver sur Coding Game ou Coderpad pour ceux qui font des entretiens techniques, etc. Eh bien ça arrive sur Code Garage et donc en fait maintenant, quand tu vas faire un cours, ça s'affiche déjà sur ton profil, mais en plus là, quand tu vas faire des challenges, eh bien, sur ton profil, tu vas avoir le nombre de challenges réussis avec la difficulté, etc. Et les personnes, si tu mets tes challenges en public, vont pouvoir rejouer ton code, voir ce que tu as fait, et donc ça veut dire qu'un recruteur qui va venir dessus, il va pas juste aller fouiller sur ton GitHub et voir un petit peu
qu'est-ce que tu as pu coder, en fait c'est pas toi qui l'as fait, c'est un copain à toi, et en fait bref. Bah là en fait tu as toutes les preuves sous les yeux, ou en tout cas tu as tout ce que la personne fait, sait faire, etc. Avec quel langage, quelle techno. Et donc ça, normalement, ça arrive courant de l'été, je sais pas encore, je veux pas donner de date précise, mais l'objectif c'est que ça soit vraiment en prod avec quelques autres trucs pour septembre, donc voilà. Bah écoute, très, très intéressant. Ouais, très intéressant, et je suppose que Néo est aussi très intéressé. Ouais, bah après c'est vrai que Code Garage, forcément, en suivant le podcast régulièrement, j'avais été faire un tour du côté du site, et de mémoire, bon, moi je suis plus admin 6 et du coup Python. Python, j'avais pas trouvé mon bonheur. Non, Ouais. Python, il y a des choses qui sont en préparation, mais pour l'instant, il y a pas. Mais c'est jusque là, effectivement, en fait, je crée, on va dire, 99% des contenus moi-même. Et là, je commence à déléguer parce que je le peux, et surtout parce que j'ai trouvé des bonnes personnes aussi. Donc là, Oui, là où certaines formations ont mis 3 ans à sortir, là, des fois, elles sortent en 3 mois, voire moins. Donc normalement, Python, c'est dans... Voilà, ça devrait arriver. Mais, c'est dans le tube. Ouais, c'est dans le tube. Mais effectivement, tu demandais un petit peu pour le futur de Code Garage. C'est moi ce qui a beaucoup changé de choses et ce qui va être quand même un gros focus pour les prochains mois et peut-être années, c'est tout le côté école. Donc maintenant, les écoles prennent des licences pour leurs élèves, enfin, leurs étudiants, et donc les étudiants peuvent se former gratuitement sur Code Garage. Ils pourront passer les challenges, créer leur portfolio, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un gros point de focus, ce qui n'enlève rien pour tous les utilisateurs qui, eux, payent leur abonnement classiquement, ou qui peuvent acheter un cours ici et là. Mais pour tous ceux qui sont dans les écoles qui payent pour eux, c'est tout bénéfique. Affilié, ouais. Justement, là, je te laisse un peu la main parce qu'on allait basculer sur la partie reco, et j'allais caler grossièrement au chausse-pied ce que tu proposais sur Code Garage d'un point de vue formation. Est-ce que tu peux résumer globalement les types d'offres que tu as sur le site ? Grosso modo, vous avez en fait deux moyens effectivement d'accéder aux cours, puisque pour l'instant, en fait, tout ce qui est payant, on va dire, ce sont les cours. Il y a des cours gratuits, HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Tout ça, c'est gratuit. De toute façon, vous pouvez le trouver partout ailleurs. Mais on a soit un abonnement pro, en fait, à 29,99 par mois. Donc, vous prenez ça et vous avez accès à tous les cours en illimité, etc. Et il y a aussi un plan à vie qui, en gros, est plus rentable. J'ai même pas le prix là sous les yeux, mais bon. Voilà, il est plus rentable, mais vous engagez sur un an. Et sinon, toutes les formations, en fait, vous pouvez les prendre une par une, et elles sont à 19,99. Donc voilà, il y a des énormes formations comme SQL où on voit vraiment tout de A à Z et ça dure quand même plusieurs heures. Puis des fois, il y a des plus petites formations, mais grosso modo, c'est un tarif unique. Et si je me trompe pas, je crois que lorsque tu achètes une formation, tu as une certification qui est proposée avec. Quand tu effectivement, en fait, quand tu valides un cours, que ce soit un cours gratuit ou un cours que tu as payé à l'unité ou par l'abonnement pro, quand tu valides ta formation, tu as un certificat unique avec un identifiant, tu peux l'ajouter sur LinkedIn, l'ajouter sur ton CV, et ça s'ajoute évidemment automatiquement sur ton profil. Et ça, je sais que ça peut, c'est un peu dans ce LinkedIn-verse. Je sais qu'avoir ces certifications, ça peut être aussi un atout intéressant pour les personnes qui sont justement en recherche pour se démarquer sur le marché de l'emploi. Oui, complètement. Et là, en fait, ce qui va venir aussi avec les challenges de code, c'est que aujourd'hui, pour avoir ta certification, il fallait que tu fasses le cours. Et donc, dans le cours, il y a des quiz, etc. Donc, tu valides tout. Maintenant, il y a des gens qui ont déjà suivi des cours, qui ont déjà les compétences, mais qui veulent juste valider, en fait, et recevoir ce certificat. Aujourd'hui, c'est pas le cas, faut resuivre le cours, etc. Mais là, c'est en préparation pour que tu puisses avoir un test, en fait, qui va te certifier sur une compétence sans avoir à repasser les cours. D'accord. Alors, j'aurais été un bon commercial pour faire de la pub. J'aurais pu parler du code promo Superbookie que tu avais mis en place avec moi. Oui, effectivement. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Donc là, je profite pour dire que je ne l'ai pas fait pour le faire. Oh, on n'en a pas parlé au dernier épisode, je ne sais plus. On a parlé soit au dernier, soit à celui d'avant, je crois. Et je me suis dit que l'occasion d'être avec Nicolas était trop belle. Exactement. Ah oui. Du coup, je n'ai rien préparé à ce niveau-là, bien entendu. Évidemment. Donc,
Je rappelle, on a déjà parlé dans une précédente émission, qu'il y a un code SuperBoki10 qui offre à ceux qui l'utilisent 10% de réduction sur les abonnements pro et les formations individuelles. Ça. Allez, ça y est, on bascule tout doucement vers la fin du podcast. Et comme d'habitude, on va balancer nos recos. Je propose qu'on soit gentleman et que l'on laisse notre invité nous donner sa recommandation. Allez, moi je vous ai recommandé un bouquin alors que je recommande pas mal, donc j'espère que voilà, vos auditeurs et auditrices ne l'auront pas déjà entendu de ma bouche, mais c'est un bouquin qui s'appelle Les Innovateurs, qui existe évidemment en anglais, The Innovators, et qui est de Walter Isaacson, qui est un gars qui fait des très très bonnes biographies. Il a notamment fait la biographie de Steve Jobs, ouais. Et de Léonard de Vinci aussi, je crois. Mais il a fait pas mal de gens très célèbres. Et en fait, ça retrace vraiment l'histoire de l'informatique de Ada Lovelace jusqu'aux années 90, je crois. Je sais plus exactement, mais grosso modo, ouais, ça s'arrête dans la période web et juste avant smartphone, etc. Et moi, c'est un bouquin que j'ai adoré parce que c'est ce que je dis souvent, mais en fait, il m'a rendu nostalgique d'une période que j'ai pas connue. C'est-à-dire que vraiment, en lisant le bouquin, il est tellement bien écrit que t'as des images mentales des années 60-70 et de ce qui se passe, de la culture à l'époque, de la culture du hacking et de la création et de l'électronique et tout ça, et de la création de la Silicon Valley. Et franchement, ouais, il est assez long, je sais pas, il fait un petit 500 pages, donc c'est quand même un bon petit pavé, mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre et c'est tellement bien écrit que voilà, je peux que le recommander. Ok, bah écoute, merci pour cette reco. Néo, ça ne t'a pas laissé de marbre Eh ben non, moi ça m'arrange pas cette affaire parce que je suis déjà en retard avec la reco de Jérôme. J'ai acheté Factfulness en anglais et j'ai vraiment pas fini de le lire. Il est super. Alors c'est pas ma recommandation de ce mois-ci parce que vous allez voir, même les animateurs de ce podcast ne respectent pas leur propre concept. Et donc, ça c'est affreux. Oui. Non, moi j'aurais bien voulu vous parler de GLFOS, donc le Gaming Linux France, la petite distrib Linux sous NixOS, qui passe en bêta, enfin qui est passé en bêta, qui est disponible, mais je me suis fait débrancher ma fibre de chez Free et donc j'ai pas pu tester tout ça ces derniers jours, donc voilà, je vous le recommande, mais je suis resté sur la version alpha moi. Et donc voilà, donc ma vraie recommandation pour ce mois-ci, ce sera un petit jeu, un puzzle game, que moi j'ai trouvé sur Steam, mais je crois qu'il est dispo ailleurs. Il s'appelle Cocoon. C'est un petit jeu qui est annoncé pour 6 à 9 heures et où on navigue de monde en monde avec des bulles. Et donc c'est vraiment un puzzle game, donc voilà, c'est chill, c'est solo, et j'ai déjà un peu plus de 4 heures passées dessus. Et toi, Boki ? Alors moi aussi, ça sera côté jeux vidéo. Et par extension, un concurrent de Steam. Alors, Marocco, on parle de reco non respectés par les animateurs du podcast. C'est une reco qui sera périmée au moment de la sortie du podcast, dans le sens où je vais vous parler du jeu gratuit du moment sur l'Epic Game Store, à savoir Two Point Hospital, donc un jeu que j'aime beaucoup. Et il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que l'Epic Game Store propose gratuitement chaque semaine des jeux que vous avez gratuits à vie jusqu'au moment où ils décideront qu'ils ne seront plus dans la bibliothèque, bien sûr, mais en gros c'est gratuit. Et parfois il y a des jeux qui valent le détour. Ce jeu, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, donc Marocco, on va dire que ça sera l'Epic Game Store pour les jeux gratuits. Et désolé pour vous, vous aurez raté Two Point Hospital au moment de la parution de ce podcast. Après, il sera toujours disponible, peut-être pas au prix, peut-être pas gratuit. Voilà. Ok. Puis la recommandation m'aura servi à moi au moins. Oui, exactement. Tu vois, ça aura fait un heureux. C'est un jeu solo, Two Point Hospital ? Ouais. C'est le successeur, digne successeur de Theme Hospital. Ok. Où en gros tu gères la gestion, Ouais, de la gestion un peu loufoque d'un hôpital. Yes. On se dirige enfin, ça y est, vers la conclusion du podcast. On demande par habitude les actualités, où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les internets. Donc Nico, sans divulgacher, je suppose qu'on peut te retrouver sur Code Garage. Oui.
Absolument. Voilà. Et possiblement sur d'autres réseaux peut-être professionnels. Bah ouais, grosso modo, Nicolas Brandin-Bernard, vous pouvez me retrouver normalement sur LinkedIn, sur Twitter, sur Blue Sky, et pareil, en général, il y a des comptes pour Code Garage. Donc voilà. Et pas sur Mastodon? Non, écoute, j'ai dû faire des choix. Je comprends. C'est que Néo cherche désespérément à étoffer son nombre d'abonnés. Je cherche à doubler mon nombre d'abonnés. Je comprends. Ça m'aurait dépanné. Ouais. Et il me semble que tu as un site, Nicolas. Oui, alors Bernard.com. Il est super fun. J'invite les gens. Je veux pas spoiler non plus. Oui, j'ai un site où j'avais essayé de glisser des petits easter eggs et des petits mini-jeux. Voilà. Très honnêtement, je l'ai pas mis à jour depuis un moment, mais bon, il est quand même respectable. Mais effectivement, si vous voulez voir des actualités, il y aura que sur Code Garage au niveau des sites. Ok. Et niveau actu, Nico, tu nous en as déjà dit un petit peu sur Code Garage. Tu aurais quelque chose à rajouter ou tu préfères en rester là pour cette émission? Écoute, qu'est-ce que je peux rajouter? Non, bah là c'est vrai que ça va être la période estivale, donc tout va quand même un petit peu se ralentir, mais grosso modo. Sauf pour l'éducation nationale. Sauf pour l'éducation nationale, effectivement. Non, il y a un cours sur React qui est en préparation et normalement qui devrait être publié très bientôt. Voilà, dans les derniers cours qui ont été ajoutés, vous pourrez trouver un cours sur le COBOL pour celles et ceux qui voudraient se lancer dedans. T'en avais parlé dans un épisode de podcast. C'est ça, et un cours sur l'éco-conception. Donc voilà, ça c'était un peu les dernières actus. Et puis après, de toute façon, c'est un épisode de podcast toutes les semaines, un article de blog toutes les semaines. Ah si, je viens de sortir, si jamais il y a des développeurs et développeuses juniors qui nous écoutent, qui vient tout juste de sortir, que vous retrouverez sur le blog directement, un cahier de vacances. Alors, un cahier de vacances, c'est en fait 60 articles qui étaient déjà existants sur le blog, mais que j'ai regroupés par thématique, et vous pouvez donc vous en faire un par jour pendant l'été. Donc, c'est que des trucs accessibles grosso modo aux juniors. Donc voilà, ça va des fois un peu plus loin et des fois ça reprend vraiment des bases, mais il n'y a pas de code à lire, pas de code à écrire, etc. C'est des concepts, de la théorie, des choses comme ça qui prennent entre 3 et 5 minutes à lire grand maximum. Donc voilà, même sur la plage ça se fait quoi. Ici la cible est clairement identifiée, ce sont les jeunes des années 90 voilà, il manque des voyelles. Vous aurez le reste des voyelles au prochain épisode. Ouais. Ce sera rajouté au montage. Ce sont les jeunes des années 90 qui ont été traumatisés par les cahiers de vacances à la mer. Et là, ils arrivent, ils sont trentenaires, quarantenaires et prêts à en découdre. Exactement. Avec tes cahiers de vacances. Je ne lâcherai pas le sujet exactement. Les actus, toi de ton côté, Néo? Non, j'ai l'impression qu'on tourne en rond avec mes abonnés Mastodon. Non, rien de particulier. Moi, je suis pas très réseaux sociaux. Pour le coup, au risque de décevoir Gabriel, je serai pas la cible du projet de loi sur les réseaux sociaux. Ah oui, moi j'ai des actus. Ah oui, alors niveau actu, Super Boki InShape le retour. Donc c'est une actu qui est pas forcément numérique, mais dans mon processus de arrêter de mal vieillir. Voilà, j'essaie de faire un peu d'effort. Et j'ai fait ma première course avant-hier, après 7 ans sans dossard. Et il y a 7 ans, ça me faisait mal aux jambes de courir et faire des trails dans les vignes. Et c'est toujours le cas. Donc, ça ne se voit pas à l'image, mais j'ai des poteaux à la place des jambes. Mais très content d'avoir pu reprendre ça. Donc voilà. Bravo. Manger, bouger, ça fait du bien et ça aide à mieux vieillir. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un avis ou à vous abonner sur vos plateformes préférées, type Spotify, Apple Podcast et autres. Bref, on est à peu près partout et les liens sont dans la description du podcast. Ça vous prend 30 secondes et c'est ce qui permet de rendre ce podcast visible. Donc, Nicolas, merci de t'être prêté au jeu. Comme je te l'ai dit, ça prendrait pas très longtemps vu qu'on avait des chroniques en moins. Oui, on a vu. On a tenu parole, mais
un de nous deux, un de nous trois, pardon, a peut-être un peu Ouais, un peu parlé. parlé. Ouais. En tout cas, c'était Alors- bien sympa de te compter parmi les invités de la tech dans les nuages. C'était très sympa de venir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous en juillet pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. Salut! Salut. Allez, salut. Et on est à 2h16 Oui, d'enregistrement. donc on est absolument pas plus... si on est plus court, parce que d'habitude on tourne 2h45, mais C'est la loi de Parkinson de toute façon. putain, c'est Parkinson, on s'en souviendra plus, c'est ça? Non. La loi de Parkinson, c'est si t'as 2 heures pour faire une tâche, tu mettras 2 heures pour faire la tâche, peu importe si t'as beaucoup à faire ou pas beaucoup à faire. Ah oui, d'accord, je ne connaissais pas, tu vois, je vais repartir encore plus intelligent. Ça aurait dû être ça ma reco culturelle en fait. Ouais.